Bonjour tout le monde, ici Éric Deshaies. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 36. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Éric Deshaies, un athlète d'exception, rien de moins, j'ose le dire comme ça d'entrée de jeu, un athlète super inspirant. Salut Éric, comment ça va? Ah, ça va super bien. Ouais. C'est une bonne journée, là. Fait que je suis bien. On aura l'occasion de jaser pourquoi c'est une bonne journée. Tu es quand même à ta 9e journée sur 10 d'un défi assez exceptionnel. Puis pour vrai, je voulais pas te gêner d'entrée de jeu en te disant un athlète d'exception, mais je te connaissais comme athlète. C'est Richard Turgeon, après qu'on soit aujourd'hui, qui m'a dit « Il faut que tu reçois Éric, puis blablabla. » Puis on jase, puis je me mets à lire sur toi. Puis je te connaissais de nom, mais là, je suis allé creuser un peu sur le web. J'ai fait littéralement la gueule m'est tombée à terre, le palmarès de course, mais ce que tu as accompli, c'est cool. Puis là, je suis content d'avoir le gars derrière ces accomplissements-là. Puis je trouve qu'on va avoir une belle discussion devant nous. Ouais, c'est vraiment le fun. Cool. Jaser comme ça. Ben ouais, exactement. En attendant que les courses organisées puissent recommencer, on trouve des moyens de pouvoir jaser en mode trail avec une bière. Parlant de bière, qu'est-ce que tu as de ton côté? C'est ça, j'ai un schlag, comme je disais, c'est un schlag normal, mais moi, j'ai découvert la caramel salée, puis ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Mais là, j'en ai pas trouvé, fait que j'ai pris ça. Fait que, mais, comme je disais, là, ça va passer. N'importe quelle bière, hein? Ah oui. Mais les schlags sont très bons. Ouais, de mon côté, écoute, j'ai une Galactic Punch, une IPA de l'Emporium. C'est mon nouveau partenaire, puis je suis super content de l'avoir. Puis en fait, c'est drôle, au premier épisode où j'ai présenté mon nouveau partenaire, l'Emporium à Québec, il y a des gens qui m'ont écrit « Hey, il faut que tu goûtes une Galactic Punch ». Fait que là, je l'ai débouché, mais j'ai pas encore goûté. Oh, OK. Donc, j'aurai l'occasion. Fait que cheers à toi, Éric. Merci d'être là. Ouais. Pour les gens de Québec qui connaissent pas l'Emporium, passez les voir, sont sur Henri Bourassa. Bien sûr, en ce moment, les salles à manger sont fermées, mais on peut ramasser un petit 4-pack de bière. Ils ont des super produits, puis la gang est vraiment cool. Fait que merci à Stéphanie et la gang de l'Emporium. Cheers à vous aussi. Maintenant, Éric, la question alcoolisée est passée. Passons dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de ton parcours, parce que je le disais, tu as un palmarès impressionnant de sportif. Ça a commencé avec le triathlon. Ouais. Parle-moi un peu de comment le sport est entré dans ta vie puis comment la course s'est mergée à travers tout ça. Sérieusement, je pense que le sport a toujours fait partie de ma vie. Je ne veux pas faire mélodrame ou n'importe quoi, mais je viens d'un quartier Saint-Michel à Montréal, un quartier monoparental et tout. Puis moi, très jeune, j'ai découvert que courir, c'était un peu un échappatoire. Là. Puis je parle pas de faire des 100 km, là, mais d'aller courir, ça m'a toujours aidé. Ça m'a suivi. J'ai été surtout un joueur de hockey. Fait que jusqu'au junior, dans le fond, là, j'ai joué au hockey. Puis quand j'ai commencé à travailler, là, il y a eu, quand tu commences à travailler, tu délaisses un peu le sport. Tu te mets dans d'autres choses. J'ai continué à jouer au hockey. D'ailleurs, Richard Turgeon, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah ouais, OK. Le hockey, ouais, on jouait dans les ligues de l'hôpital, parce qu'on travaillait on travaillait les deux à l'hôpital. Fait que ça a été comme ça. Mais j'ai vraiment délaissé un peu le sport, puis ça m'est revenu d'un coup. En 2000, j'ai fait un voyage en Asie, dans le fond, en Inde, puis au Népal. Puis, drôle de hasard, j'ai rencontré un gars en allant vers l'Everest. Là, j'ai pas été au top, là, j'ai été au camp de base. Mais un gars de Rimouski qui m'a parlé du triathlon. Wow, moi, je connaissais pas ça. Je savais même pas nager, j'avais pas de vélo. Mais l'idée, là, ça a trotté déjà dans ma tête pour le reste du voyage.
Puis je te jure, le lendemain que je suis revenu, je me suis acheté un vélo puis une paire de souliers, puis je me suis mis. Puis j'avais de l'idée déjà, moi, en partant, tu sais, Ironman. C'était en partant. Puis j'ai commencé à m'entraîner pour ça. On parle de 2000. C'était le début un peu. C'est pas qu'est-ce que c'est maintenant avec Tremblant là, qui prend la place. J'ai commencé à faire du triathlon longue distance assez vite parce que les moins bons nageurs peuvent s'en sortir un peu mieux. Puis j'ai découvert que j'avais un certain talent, tu sais, comme même mon premier Ironman, tu sais, je me suis passé, ça n'a pas pris de temps pour aller à Hawaï. Fait que c'est vraiment le triathlon, c'est devenu mon mode de vie presque. J'ai rencontré ma femme aussi, je l'entraînais, fait que je suis entraîneur aussi, fait que c'est comme ça. Fait qu'on a vraiment, c'est vraiment le triathlon qui m'a remis dans le sport. Je parle de longue distance, là, tu sais, Ironman, même que je te dirais que après, ça a été de faire 2 Ironman back-to-back. Puis après, ça a été l'idée un peu dans le fond, c'est que je faisais un Ironman à Val-d'Or. Tu sais, un peu OK. À Val-d'Or, il y avait une organisation là. Puis il y avait comme un échange entre la gang du triathlon de Val-d'Or et le triathlon de Lévis. C'est 2 gangs qui étaient. Puis moi, j'ai gagné, dans le fond, le triathlon de Val-d'Or peut-être 2 ou 3 fois. Puis le gars de Lévis, il organisait le double Ironman. Puis il m'a dit Hey Eric, on se fait tout le temps avoir par les Européens, tu sais, puis je vois que tu es fort. Fait que tu pourrais, tu sais, viens, puis on va s'arranger, on va te loger, puis on va s'arranger. Fait que l'année d'après, dans le fond, en 2007, j'ai fait le double Ironman. Puis ça a vraiment bien été, là. J'ai gagné, puis j'ai fait le record nord-américain, puis ça m'a comme encore donné une piqûre des longues distances encore plus. Mais j'ai dit, moi, triathlon, là, le double Ironman, c'est un peu bizarre, comme c'est un peu long, un peu. Moi, j'étais pas nécessairement d'accord avec ça. Je trouvais que. Puis les Européens sont forts, mais les autres, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de dormir pendant ça. Moi, c'était comme go, 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 c'était comme un triathlon sprint. Mais il m'a dit, hey, l'année prochaine, c'est le 400e de Québec, puis on fait le championnat du monde. Là, OK, le championnat du monde, on sait pas, d'un coup, je peux bien performer. Fait que là, je me suis entraîné encore plus fort. Puis l'année d'après, je me suis présenté au départ, puis ça a vraiment bien été, là. J'ai gagné. Dans le fond, j'ai été champion du monde. Fait que c'est comme quelque chose d'être champion du monde. Ça pourrait être, j'ai rien contre la pétanque, là, mais être champion de pétanque ou d'échecs ou n'importe quoi, ça reste quand même, c'est quelque chose. Fait que ça a été une belle expérience. Puis après, ben, ça a été, c'est ça, j'avais fait l'Ironman à Hawaï, être champion du monde de double Ironman. C'était comme si j'avais fait le tour un peu, puis là, je cherchais un peu d'autres choses. J'avais eu une petite incursion dans le trail à Maui. Dans le fond, il y a le championnat du monde de Xterra. Puis, dans le cadre du Xterra, il y a un 21 km cross-country. J'ai fait ça, puis wow, ouais, c'est pas le même challenge. C'est pas mal le fun. Tu as commencé à courir, mais pas cassé parce que tu as oui, puis aussi plusieurs kilomètres de vélo puis de nage de fête. Oui, puis aussi le fait de, on dirait pas que je ne veux pas dire que j'étais bon, mais le fait d'en triathlon, je pouvais gagner mon groupe d'âge, des choses comme ça. J'avais une certaine pression, le matin, là, de mal le ventre, avant. J'étais un peu tanné de ça, puis on dirait qu'en trail, si quelqu'un me dépasse en vélo pendant un triathlon, j'étais comme, il faut que je la crotte. Tandis qu'en trails, on dirait que c'est comme, j'avais quasiment le goût de donner une tape. Hey, let's go, c'est beau, ça va bien. J'ai comme découvert un autre monde, même si 21 cross-country, ça reste compétitif. Je ne peux pas dire que des 100 000, c'est pas compétitif, mais c'est pas le même monde. Fait que ça a été ça mon premier avant de tomber vraiment dans le trail après. Puis qu'est-ce qui explique ça, que dans un triathlon compétitif, dans un Ironman, quand tu vois quelqu'un te dépasser, tu as le goût de t'accrocher pour le rattraper, puis qu'en trail, comme tu dis, c'est où ce switch-là? Parce que j'en parle avec plein de monde, puis à peu près tout le monde a un parcours qui commence pas dans le trail. Tous mes invités ont commencé en triathlon, en course de route, en vélo, peu importe. Puis tout le monde trouve quelque chose, puis c'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui explique que dans un événement trail, soudainement, l'aspect compétitif devient comme secondaire. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu... Moi, je viens de l'athlétisme. Je suis un coureur de 800 mètres. C'est très compétitif. Les gens sont... À la limite, faut que tu pousses un peu, tu prends ta place. Quand je suis tombé en triathlon, j'ai trouvé comme au début, là, le fait de commencer peut-être, je me disais justement, c'est un monde friendly. Puis
à un moment donné, c'est devenu compétitif. C'est peut-être à cause de moi-même. Là. C'était Ou le niveau auquel tu performais, peut-être? Le niveau. Puis, tu sais, Hawaï, quand tu regardes à la télévision, c'est bien beau. Puis tout. Quand tu arrives là-bas, tu sais, je fais l'Ironman à Tremblant, puis je m'entraîne la semaine avant. Le monde va me saluer, puis moi, je vais taper des mains. Hawaï, c'est pas ça. Ouais. Tout le monde est très compétent. Le monde est là-bas pour compétitionner. Fait que c'est peut-être ça. Tandis qu'en trail, j'ai découvert un peu ce que j'avais découvert en triathlon au début. Le monde est friendly. Le monde, tu sais, il court on sait, là, il y a eu des vidéos, fait que là, le monde court là, ça se fait moins en chemise, puis le monde se fait moins au sérieux, puis les stations d'aide aussi, tu passes du temps, tandis qu'en triathlon, c'est 3 secondes, tu prends ta bouteille. Là, tu peux t'asseoir à la station d'aide, parler avec les bénévoles, puis c'était comme, wow, c'était cool, là. Puis c'est ça, moi, je suis tombé aussi, la première expérience, ça a été en vrai trail ultra. Ça a été JFK, là, qui parce qu'on charle un petit peu des fois des trails qu'on est 30 des fois au départ. Là, tu tombes à JFK, qui est première expérience sur 50 000, puis t'es 1300 au départ. C'est quelque chose, c'est vraiment le fun. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. Là. Ah ouais, puis ceux qui connaissent pas JFK, en fait, à l'épisode avec Richard Turgeon, on parlait de sa Western States qu'il a fait, puis j'ai fait l'erreur de dire que c'était le premier ultramarathon, alors que c'est le premier 100 miles Western State, mais on m'a écrit, puis moi-même en le disant, j'ai fait, mais ça me j'ai un doute, mais non. JFK 50 miles en Caroline, c'est le plus vieil ultramarathon, c'est un 50 miles qui est depuis les années 60, depuis l'époque de JFK. Vraiment, ouais, puis c'est vraiment bien organisé, là, la route, ça se fait bien pour se rendre là, tu peux y aller en voiture, puis c'est froid le matin, mais le reste, là, c'est bien organisé, c'est bien rodé, là, fait que je suis tombé là-dedans en premier, là, fait que ça a été ma première expérience. Un bon baptême, tu l'as fait plusieurs fois, je pense que t'es retourné 4 ou 5 fois? Ouais, ben la première fois, la première année que tu fais ça, puis que t'es un bon triathlète, puis je faisais, dans le fond, il y avait un ami qui était avec moi, un très bon coureur de marathon, puis je suis parti avec en me disant, ben, je vais le faire, puis je suis bon, premier ultra, là, fait que tu pars, puis c'est le premier, dans le fond, 20 000 est assez technique, un peu. Je me donnais des montées, puis tout, puis c'est ça, j'ai eu l'humilité là, d'exploser avec 15 000 à faire, c'est quand même long, là. Quand tu commences à te faire dépasser, puis tu marches, puis juste repartir à courir, ça demande un gros effort. Fait que j'ai l'humilité un peu de voir c'était quoi. Puis l'année d'après, ben, je voulais un peu m'améliorer, me pacer un peu mieux. Fait que ça a été une deuxième expérience. Sur 50 000, parce qu'à ce moment-là, on parle de 2007, 2008, 2009. Là, moi, c'est ça pour moi l'ultra. Ouais. Ah, puis JFK, c'est une course qui est extrêmement rapide, mais comme tu dis, je pense que le premier 20 miles, c'est sur l'Appalachian Trail, très technique, où c'est un sentier single track. Puis à un moment donné, tu tombes sur de la route ou un peu plus plat, puis il y a des gros mais sérieusement, c'est un marathon de vitesse qui se fait là. Ah oui, puis tu as un marathon, là, une fois que tu sors de la chaîne, tu as un marathon, que c'est une rivière de ce bord-là, puis des arbres de ce bord-là, là, puis il faut que mentalement, tu sois fort parce que pendant 26 000, ça change pas. Là. C'est ça. Là. Fait que c'est pas un trail, là, parce qu'il y a le début. Mais c'est quand même une belle aventure. Là, pour un premier, là, c'est vraiment le fun. C'est quand même un 50 miles qui est très mythique, comme je le disais. Puis, pour ceux qui connaissent la distance du 50 miles, ta meilleure performance, 2007, 14e place. Quand on sait à quel point c'est compétitif, JFK, une 14e place à JFK vaut un podium sur bien d'autres courses parce qu'on sait que c'est compétitif, mais 6h57 pour un 50 miles, c'est rapide. C'était vraiment agréable aussi, parce que c'était, je pourrais dire, un 8 heures confortable ou un 6 heures où j'ai filé, j'ai été bien toute la course. Donc ça te laisse un bon feeling après, là. Puis, comme tu dis, c'est compétitif, là, dans ce temps-là, il y avait Michael Wardian, il y avait, c'est cool de courir, le début avec eux autres un petit peu, puis après, ils te larguent, là. T'es laissé aller. Là, c'est vraiment le fun. C'est ça, moi, un top 20, déjà, c'était comme un objectif. Puis je pense que c'est peut-être cette course-là qui a fait que, de finir 14e, de me dire, ben, peut-être que je pourrais aller vers plus haut. Puis, pas nécessairement trail, là, après, ça a été vraiment de viser les longues distances.
Puis à quel moment tu as décidé que, parce que tu le disais, 2008, champion du monde de double Ironman, à quel moment tu as fait, OK, c'est beau le bicycle, la nage, ça va, mais là, je focus sur la course parce que je l'ai vu dans ton parcours, je l'ai lu Ouais, dans certains articles. À un moment donné, tu as décidé de faire le switch. Qu'est-ce qui a c'est, expliqué ça? c'est Badwater. Ouais, OK. moi, je connaissais Badwater je le connaissais, là. Mais tu sais, comme tu as dit, moi, j'étais en triathlon, je connaissais la course, mais ce n'était même pas quelque chose qui m'intéressait. C'est vraiment comme quand j'ai fini dans tu sais, top 20, je me suis dit, ben, je pourrais aller en longue distance. Puis, techniquement, je suis pas encore très bon, fait que j'étais plus un coureur de route. Puis là, j'étais un gars qui est bon à la chaleur. Tu sais, je suis connu comme un gars à la chaleur. J'ai commencé à m'interroger un peu sur Badwater. Là, une fois que ça t'as ça dans la tête, là, c'est comme je veux le faire. Là. Mais là, il y a des qualifications, puis il y a un processus qui est un peu difficile. Puis là, on m'avait dit que tu peux pas vraiment le faire si tu n'as pas été crew là-bas. Tu sais, c'est tellement chaud ils veulent que tu vois c'est quoi un peu c'est quoi là-bas. Mais j'ai été vraiment chanceux, c'est que dans le fond, quand j'ai gagné le championnat du monde, une des filles qui est sur la sélection des athlètes, son mari était là, puis il m'a vu, puis je pense qu'il a donné un petit mot à l'organisation en disant, lui, on devrait l'inviter. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait avoir un 100 000. Fait que ça, c'était ça aussi. Quand que moi, j'ai décidé de le faire en 2010, on était en 2009, il demandait un 100 000. Fait que j'ai fait Vermont. Ça a été mon premier 100 000. Une expérience très difficile pour moi. Ah ouais? Oui, la chaleur, je dis que je suis bon, mais ça a été très chaud. Mais c'est surtout qu'il y a eu 3 semaines de pluie avant. J'ai perdu mes souliers. Je sais pas si tu connais l'histoire de Vermont, il y a des chevaux aussi. Là, c'était un peu compliqué. On est loin du single track technique que tu frôles les arbres à droite, à gauche. Là. J'ai pas fait le Vermont, je n'ai parlé avec plein de monde. Ouais. C'est ça, c'est une course. Là, la Western State était une course de chevaux devenue une course oui, c'est ça. Le Vermont, c'est les deux en même temps, année après année. Ouais. Fait que tu cours à travers les chevaux dans des tracks assez larges. Hein. Ouais, puis tu sais aussi, là, je me suis retrouvé peut-être avec l'inexpérience à faire peut-être un 106 000. Là. OK. Mais tu sais, l'important, c'est de faire ma qualification. Fait que ça a été fait. Puis là, moi, je me dis, ben, regarde, je m'inscris dans le fond, l'inscription était en février, mi-février pour Badwater. Puis là, j'avais mon 100 000, je connaissais le gars, je me disais, OK, j'ai bonne chance. Là, genre 6 janvier, je vois les règlements. Ah, il demandait 200 000. Ah ouais? Moi, je suis en janvier, là, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé la liste, j'ai vu Rocky Raccoon au Texas. Je suis parti là. Puis là, ben, ça aussi, ça a été comme peut-être mon highlight à date, là, où j'ai fini peut-être 3e homme. C'est une course quand même qui est connue aussi. Ah oui. Fait que, pas technique, pas trop, fait que, tu sais, ça m'avantageait. Mais surtout, je pense que j'étais peut-être, j'ai un bon pace, là, tu sais, et j'étais 10e après une boucle, puis c'est une boucle, hein, une boucle. Une boucle que tu fais combien de fois? Dans ce temps-là, c'était 4 fois. 4 fois, OK. 5 000. Mais tu sais, j'étais peut-être 10-12e après une boucle, puis là, rattrape, puis fait que ça a vraiment bien été, puis c'est ça, tu sais, j'ai gagné un prix déjà, un prix en trail. Puis j'avais surtout ma fameuse qualification pour Badwater. Puis là, ben, j'ai envoyé tout un gros processus, j'ai envoyé un CV puis tout. Puis j'ai été accepté. Puis ça, c'était vraiment mon objectif. Ah, c'est malade. Ceux qui connaissent pas Badwater, je venais parler avec Stephanie Simpson, qui, elle aussi, c'est dans sa bucket list de course, mais c'est un ultramarathon majoritairement route. 100% route, Badwater? 100% route. C'est 135 000, donc 217 km. Puis, imaginez ceux qui écoutent 217 km de route, point, t'as déjà, parle, j'ai déjà mal aux jambes, mais ça se fait dans la Death Valley. Ceux qui connaissent pas la Death Valley en Californie, tu pars de Badwater Basin, qui est l'endroit le plus bas en termes d'altitude en Amérique, moins 85 mètres. Tu montes jusqu'au mont Whitney, qui est à 2000 quelques mètres. Puis, il fait combien de degrés à Badwater? Ben, l'année que je l'ai faite, il faisait 52. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que Death Valley, c'est connu comme un des 2 endroits les plus chauds au monde, mais ils font la course 1er juillet. Aucune chance. Puis, tu sais, il y a plein de mythes, là, mais l'histoire qu'il faut courir sur la ligne blanche, ben moi, je l'ai vécu là,
faut vraiment courir sur la ligne blanche, sinon les semelles, à un moment donné, ils collent parce que l'asphalte est noir. Moi, j'ai fait un gros processus d'acclimatation. C'est ma question. Comment on se prépare pour ça quand on vit moi, j'avais mis dans un l'Outaouais? Ouais, j'avais mis mon tapis roulant avec des planches, dans le fond, puis tuyaux de sécheuse, la lumière infrarouge, puis des habits de boxeur là, qui sont un peu kiwi, là, un peu sac de vidange. Je courais sur mon tapis 2 heures, je perdais 12 livres de sueur, là. Puis malgré ça, le but de ça, c'était de boire de plus en plus, d'être capable d'assimiler de plus en plus d'eau. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Ce qui est drôle, c'est que j'ai perdu je suis plus adapté au froid depuis ce temps-là. J'ai jamais été capable de faire du ski hiver ou des choses comme ça. Je suis frileux à rien, mais ça a très bien fonctionné. Je suis arrivé là-bas. Entre autres, ma femme puis mon meilleur ami faisait un demi-Ironman la semaine après moi dans cette région-là, mais plus dans le bout de San Francisco. Puis ils ont été faire une demi-heure de vélo, genre à Death Valley, puis ils sont venus, puis ils ont presque tombé dans les pommes. Là. C'est sérieusement chaud. Là. On peut pas s'imaginer, là. Il y a pas de. Même on est rentré au restaurant, il faisait peut-être 47, 48 degrés. On rentre au restaurant, puis là, on jase. C'est la veille de la course, puis on prend notre temps. Mon départ est plus tard, à 10 heures. Fait qu'à un moment donné, on sort dehors, puis avant de sortir, il fait noir dehors, puis tu te dis, OK, là, ça va être frais, là. Tu sors, puis il fait 37 au lieu de 48, là, c'est extrêmement chaud, là. Ça n'a pas de sens. Puis, il y a plein de mythes, comme tu dis. Je suis content de parler à quelqu'un qui l'a fait. Je regardais ta liste de courses, puis j'ai parlé avec plein de gens du Tour des Géants, de l'UTMB, de Javelina, des courses Vermont 5 que tu as faites, mais quand j'ai vu Badwater, j'ai fait OK, là, je sais pas combien de Québécois ont fait cette course-là. C'est connu, mais c'est pas connu. Puis je pense que n'importe qui fait des ultras fait comme je sais c'est quoi, j'ai pas le goût de la faire. Non, c'est ça. Puis le pire, c'est que moi, mon parcours après a suivi Badwater. C'est que je suis à la recherche encore aujourd'hui de la course qui va accoter ça au niveau d'aller chercher ma limite. On en a parlé, le tard, puis en plus, j'ai eu un accident avant. Mais pour moi, Badwater, ça reste la difficulté. Là. C'est vraiment pénible. Là. Il y avait une équipe de support qui m'arrosait à peu près à tous les kilomètres. Mon eau dans ma bouteille, là, au bout d'1 kilomètre, elle est chaude. Là. C'est vraiment quelque chose. C'est de la torture, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Puis ce qui est drôle, c'est que, entre autres, le dernier demi-marathon, c'était presque fini. Tu montes justement le mont Whitney, là, fait que c'est pas fini, là. Fait que c'est toute une expérience. Puis là-bas, les gens, les gagnants, entre autres, c'est tous des Brésiliens, des Californiens. Il faut que tu sois habitué à la chaleur. J'avais quand même bien fait. Au point de l'année d'après, de retourner en me disant, là, je veux faire un top 3. Mais je dis pas, il y a peut-être des coureurs d'ici qui sont excellents. Scott Jurek l'a gagné, même s'il n'y avait pas. Mais j'ai été l'année d'après en essayant de pousser, puis ça n'a pas marché. Là. J'ai eu en 2011. C'est une course que, à moins d'aller vivre là-bas, je pense que on a une limite, là, à un moment donné, à l'adaptabilité à la chaleur. Ouais, c'est ça. Le tapis roulant avec le tuyau de sécheuse a ses limites quand il y a, comme tu dis, il y a des gens qui s'entraînent à l'année longue là-dedans, mais ça reste qu'une 6e place à Badwater, c'est complètement fou. Puis toi, tu sens que tu atteins comme ta plus grande limite. Tu n'as jamais retouché à ça dans toute autre expérience? Ah non, pas du tout. Je dirais, il y a des choses qui se sont rapprochées. Là. On peut en parler du tard, entre autres. Là. Mais non, le Badwater, c'est encore un petit peu mon haut de liste de ma limite physique. Entre autres parce que j'ai été longtemps à avoir des problèmes gastriques là, dans les ultras. Là, Vermont, on parle de vomissement après à peu près 10-12 heures de course souvent. Mais là-bas, après 10-12 heures de course à chaleur, quand il te reste 20 heures grosso modo 20 heures de course, puis tu roules sur un demi-gel à l'heure avec de l'eau, c'est pénible pour le corps. Puis c'est de l'asphalte, hein, fait que ça cogne, là, ça cogne. Dans ce temps-là, on parlait pas des souliers là, super renforcés avec des plaques de carbone. Là. C'était des souliers de route normale. Là. Fait que c'était quelque chose. Ah, j'avoue que même quand tu cours un peu plus minimaliste, quand tu sais que tu t'en vas sur 217 km, aujourd'hui, tu vois quelque chose qui a un peu plus d'amorti parce que c'est de l'asphalte puis c'est long, mais là, on parle de 2010. Parce que c'est quand tu montes là-bas aussi, il y a des bonnes descentes. Là.
sais, on monte 3000, en tout quasiment 10 000 mètres. Là. Fait qu'à un moment donné, ça descend. Puis quand tu descends puis que tu as un bon rythme, ben ça tape. Fait que c'est ça. C'est ça qui. Puis moi, ça a été peut-être un peu mon problème. Là, dans les descentes, j'essayais de reprendre les gars en avant, puis c'est là que j'ai été malade. Mais de finir ça, ça a été comme un accomplissement, puis comme je dis, de savoir ma limite que j'ai pas atteint après. Là. Puis les 10 années qui ont suivi, c'est cette quête de limite-là qui s'est toujours pas, tu l'as toujours pas trouvé? Ben après, on a eu les enfants, on est retourné au triathlon un petit peu parce qu'on a découvert justement, tu sais, Tremblant est arrivé, puis Tremblant a comme révolutionné un peu c'est tellement bien organisé, c'est tellement bien fait. Puis des demi-Ironman, c'était comme plus accessible aussi, puis c'était rendu populaire. Puis on avait l'idée d'aller à Vegas faire le championnat du monde, moi et ma femme. Puis on a fait la course, dans le fond, à Muskoka, le 70.3. On a gagné les deux, notre course. Oh wow, OK. Puis, il y avait une émission de télévision qui a été faite sur nous autres. Puis on gagnait notre course. Ma femme avait accouché 5 mois avant. Là, fait qu'elle ouais. C'était comme tout était... fait on était là-dedans en triathlon. Fait que de 2011, là, dans le fond, après mon DNF à Badwater, jusqu'à 2014, je suis retourné un petit peu en triathlon demi-Ironman pour changer le mal de place encore. Avec les enfants, ils étaient jeunes, fait que ça allait bien. Puis éventuellement, je suis retourné au trail à cause des enfants, justement, parce que 3 sports, c'est dur à gérer. Fait que je suis retourné, moi, au trail, dans le fond, à peu près en 2015, avec l'idée encore, comme Badwater était une idée, là, c'était l'idée de l'UTMB. OK. Chercher des qualifications. J'avais pas couru depuis un bout, puis je me suis décidé, là, comme, on est en avril, puis je veux envoyer essayer le tirage au mois de janvier. Fait que, let's go, là, va chercher tes points. Fait que là, regarde la liste, trouve une course au Colorado qui est extrêmement dure. Il y a ceux qui connaissent Leadville, là, mais ça s'appelait Silver Hills. Je te dirais que c'était aussi dur que, j'imagine, que Leadville, où on partait à 10 000 pieds. Quand je suis arrivé là, marcher, c'était quelque chose. Ben, c'est ça, c'est que ces courses-là au Colorado, je pense que Hard Rock part un peu plus bas, mais monte à 14 000 pieds tout le temps. Mais des Leadville puis Silver Hill, je suis allé voir aussi, c'est des courses que le dénivelé, tu regardes le ratio kilomètre par dénivelé, tu te dis, c'est la moitié du dénivelé de l'UTMB, mais t'es à 10, 12, 14 000 pieds tout le long. Fait que je suppose que l'altitude, ça joue. Comment tu t'es acclimaté? Tu parlais de ta préparation de Badwater qui avait bien été. Ouais. On se prépare en Outaouais. Sérieusement, c'était tellement drôle parce que, comme je dis, moi, en avril, je courais pratiquement pas. J'ai décidé de faire le marathon d'Ottawa, puis m'inscrire à Silver Hill. Puis là, moi, j'ai une amie qui est neurologue, elle me dit, c'est 10 000 pieds, hein, il y a des dangers quand même, tu sais. Faudrait que tu arrives d'avance. Moi, j'ai 2 enfants, ma femme est infirmière, moi, je travaille à l'hôpital. C'était un peu fou déjà dans ce temps-là. Fait, non, je peux pas. Fait qu'elle dit, le bar arrive à la dernière minute. Fait que, dans le fond, j'ai atterri, le départ était à 2 heures du matin, j'ai atterri à midi au Colorado. Ah ouais, OK. J'étais arrivé à 8 heures au meeting de course. J'ai été me coucher 3-4 heures, puis j'étais au départ. Mais le souffle, c'était quelque chose, là. Puis le froid pour cette période-là, qui est dans le fond, il me semble que c'était début août. Le froid, là, il faut traverser une rivière, entre autres, là. Puis, mais c'était vraiment le minding de me dire, là, j'ai juste besoin de finir. Je pense que j'ai bien fini. En plus, j'ai peut-être même fait un top 5 ou je sais pas, un top 10. Je me souviens même pas, mais c'était même pas important. Pour moi, c'était, je veux les points. C'est juste ça qui compte. Puis c'était avancer. Mais c'était extrêmement pénible là, de monter là, les côtes. On voit les côtes qui arrivent, puis t'as de la misère à souffler. C'était quelque chose. Mais au niveau, tu sais, j'ai pas eu de mal de tête, j'ai pas eu rien, là, tu sais. Puis le pire, c'est que mon crew, un ami de Québec qui est venu avec moi, lui a eu mal de tête tout le long. Ah ouais. En revenant, il a eu mal à la tête.
Fait que ça a été quelque chose, ça a été une expérience. Mais j'avais mes 6 points, c'était juste ça qui comptait. Je pense qu'on pourrait faire un épisode juste sur l'acclimatation parce qu'il y a plein de courses. On est en Amérique, fait que c'est facile de se rendre au Colorado quand la COVID le voudra bien, mais il y a plein de courses en altitude aux États-Unis, puis c'est un art, puis il y a moyen de manquer sa shot solide, puis on a vu des histoires pas possibles parce que justement, c'est soit tu t'acclimates longtemps d'avance ou soit tu arrives à la dernière minute, mais si tu arrives une semaine avant ta course, comme ce qu'on ferait normalement, j'ai fait quelques courses au States, puis tu gères ton avion puis tes hôtels en te disant je vais arriver une semaine avant, mais là, une semaine avant, il paraît que c'est le pire. Non, mais c'est ça, j'avais un ami, beaucoup de monde connaissent aussi, parce que moi et Richard, on court avec Guy, Guy Doiron, puis Ben Letourneau. Puis Benoît, c'est là que je l'ai connu à Silver Hills aussi, il était là pour les points. Lui, il est arrivé une semaine avant, puis là, je voyais, tu sais, il allait s'entraîner en altitude, dormait. Là, mais finalement, c'est ça, je pense qu'il est tombé dans le mauvais, tu sais, juste une semaine, c'était pas assez, puis c'est fatigué, fait ça n'a pas été l'idéal. Moi, je l'ai vécu au Tard des Géants, on en reparlera, mais c'est là que j'ai vu l'importance de l'acclimatation. Ça fait complètement une différence. Là. Non, ouais, c'est ça. Fait qu'à l'époque, l'UTMB, c'était quoi? C'était 3 courses, 15 points? C'était 15 points, il me semble, mais j'ai été faire Arcana. Richard Turgeon revenait de faire la TDS, il était brûlé. Puis on s'est retrouvés, à un moment donné, après 30 km ensemble, à se dire, regarde, on veut nos points, on va courir ensemble. Sérieusement, on a eu du plaisir. Là, on se connaît depuis toujours, mais on s'est découvert un peu là-bas. Puis on court un peu de la même façon. On est un peu le même calibre. Fait qu'on a couru ensemble. Ça a été comme on a nos points, on peut s'inscrire à l'UTMB. Il y a peut-être une autre course après. Là, je ne me souviens pas, j'ai peut-être été faire ma course que j'adore le plus, c'est Javelina John Wood, qui est ma course préférée. Là, ah ouais? Ah oui. C'est pas un challenge, là. C'est autre chose, mais j'adore aller là. J'adore vraiment. Fait que je pense que j'ai peut-être été faire celle-là aussi pour avoir mes points. Puis j'ai été chanceux, moi et Benoît, dans le fond, on a été pigés première année. Richard n'a pas été pigé. C'était la grosse déception, mais c'était son 50e anniversaire. Sa femme, il a acheté un dossard solidaire. Fait qu'on s'est retrouvés les 3 là-bas. Ça a été toute une expérience. Parle-moi de cet UTMB-là en 2017? 2016, ouais. Du très beau et du très mauvais. Ah ouais? Elle est en famille. Fait qu'on a été visiter comme Paris. Puis tout, avec les 2 enfants qui étaient un peu jeunes pour apprécier, mais en tout cas, on a vécu. Puis ma femme faisait l'UT4M. OK. 2 semaines à peu près avant ma course. Fait que, on est passé du temps à Grenoble, puis c'était super bien. L'UTMB, c'est l'année de la grosse chaleur. Fait que moi, c'était parfait pour moi. On est bien parti, mais il y a eu comme 1000 finissants sur presque 2000. C'était carnage, là. Ce qui est assez rare pour l'UTMB, qui est quand même généreux sur ses cut-offs, ce qui fait que la majorité des gens le terminent d'habitude. Mais oui, je pense que cette année-là, ça avait été une boucherie. Un carnage. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mal calculé mes affaires. Mon fils commençait l'école. Tu sais, reprend un vol de Paris le lundi. Tu sais, la course finit le dimanche matin. Moi, j'ai un vol à Paris le lundi matin. Fait que j'ai mon train, dans le fond, pour tu sais, tout mal arrangé. Puis là, commence à me donner à penser à hey, si je continue à ce rythme-là, je finirai pas. Je ne peux pas dormir. Il faut que je conduise jusqu'à Lyon. Il faut prendre le train. Puis, sérieusement, j'étais arrivé dans une passe comme, tu sais, l'ultra, c'est des hauts et des bas, hein. Fait que, c'est toujours ça. C'est ce qui est le fun parce que quand tu as un bas, tu sais que tu peux remonter. Mais arriver dans un bas, puis, sérieusement, c'était l'erreur de ma vie, mais de ma vie athlétique, tu sais, donner mon dossard. Pour absolument rien. J'ai du temps en masse. Je suis rendu comme à 100 km. Il me reste 64 km. Il y a un gros faux plat descendant. Je donne mon dossard parce que j'ai été malade, puis je sens que je suis plus dans mes temps, puis la panique un peu. Fait que ça a été la grosse déception. Mais j'ai découvert c'était quoi l'UTMB, puis je voulais la revanche. Fait que après, c'est ça. Fait que là, une fois qu'il y a un DNF sur un ultra, je parle pas de Badwater, parce que Badwater, c'était que mon ami qui était médecin qui m'avait dit, Eric, tu vas perdre des intestins là, si tu continues. Ouais, c'est une autre game de DNF. Là. Mais ce DNF-là de 2016, est-ce qu'aujourd'hui tu le regrettes ou il t'a nourri pour la suite?
vraiment, mais en même temps, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait le DNF à l'UTMB, j'étais inscrit à Javelina Genwood, comme je dis, qui est ma course en Arizona, que j'adore. Fait que j'ai été faire ça. Puis avec ma femme, on a arrangé encore les heures un peu mal parce que, tu sais, puis j'ai fait un DNF encore comme pour rien encore, pas pour les bonnes raisons. Ça a été mon turning point, là. Ça a été le lendemain de me lever de là, de me dire, regarde, un ultra, c'est pas ça. L'ultra, c'est que tu finisses 10e, 100e, dernier. Le but, c'est de rentrer dans le temps et de le finir. C'est ça, un ultra, là. C'est ça qu'il faut viser. C'est pas la performance, c'est pas d'être en retard dans tes temps, c'est de finir. Je me suis dit, plus jamais je vais faire, à moins que à la Badwater, là, on me dise mais je vais finir, là. Fait que, puis c'est plus arrivé après, là. Jamais, là. J'ai fini mes courses, là. Même que des fois, j'aurais dû même arrêter, là. Mais je pense qu'en parlant beaucoup de coureurs de l'ultra, de coureuses ultra, il y a ce premier DNF-là où, tu sais, comme tu dis, Badwater, c'est une autre histoire, mais un genre de DNF mental où. Mais est-ce que tu penses que c'est ton passé compétitif puis ton passé de succès, là, on va le dire, tu sais, quand tu es champion du monde et tout ça, est-ce que tu avais une seule façon de compétitionner puis c'était dans tes temps de passage, dans tes objectifs, puis il n'y avait pas d'autre option? Le feeling aussi de se dire à 100 km, tu sais, je serais supposé d'être encore bien, puis je suis vraiment pas bien. Puis, mais le pire, c'est que j'ai donné mon dossard, puis ils m'ont dit, regarde, t'es pas malade au point de te faire l'hyporter. Fait que tu vas faire les 10 km jusqu'à la Foulie, tu vas descendre la côte. Puis, fait que là, moi, j'ai donné mon dossard, je descendais la côte. Puis en descendant la côte, je suis tombé sur un genre de refuge qui vendait de la nourriture. Fait que prends un 7-Up, tu sais, avec mon argent, parce qu'on traîne l'argent avec nous, assis comme une demi-heure, puis après me lever et me dire, oh, wow, là, je fais tellement bien. Pourtant, shit. Tu sais, je pourrais tellement y aller, là, puis non, j'ai plus de dossard. Fait ouais, c'est vraiment un regret. Mais les deux courses font que maintenant, ma vie athlétique a changé, là, tu sais. Je suis prêt à aller à un degré de souffrance peut-être plus élevé encore. Puis, j'ai compris que, au pire, je vais finir dernier. Sérieusement, là, je dis ça sans je vais finir dernier, ça me dérange pas. Si je suis dans les temps, moi, un ultra, faut le finir. Fait que tu as pris ce DNF-là en 2016 à l'UTMB pour changer un peu ton mindset de course, puis passer d'admettre que si tu dis que tu n'as pas eu d'autres DNF depuis, puis tu en as fait des courses depuis 2016, ça a porté fruit, cette nouvelle stratégie-là? Oui, ça a porté fruit. Comme je dis, je sais pas si tu as entendu l'anecdote de Atlanta, pas Atlanta, en Géorgie, j'ai fait Joel Cruel. Oui, mais Richard, on en a parlé, mais je ne sais même pas si c'est en ondes, on a parlé de cette course-là qui a l'air assez brutale, là, un 100 miles de 178 km, c'est comme un Moab 200 qui a 240 miles. C'est ça. Un peu plus de stock que ce qui est écrit sur l'affiche. Oui, puis aussi, c'est très chaud pour nous autres en mai. Puis comme je dis, quand je dis que tu es abandonné, des fois, c'est que moi, je me suis cassé le gros orteil à 12 000. De la fin ou du début, 12 000? Non, du début, là. Fait que moi, je pars très vite. Puis je me retrouve dans peut-être les 5, 6, 7 premiers. Puis à un moment donné, on est dans un single player assez. Puis il y a un gars, je me souviens pas de son nom, mais je sais c'est qui, puis je sais qu'il est dans le top. Lui, il va gagner la course, là. Il est en arrière de moi à ce moment-là. Je sais pas trop où il est parti plus lent, peu importe. Mais lui, il court là, en arrière. Puis je commence à stresser parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Puis à un moment donné, je suis déconcentré, puis j'ai frappé une roche, mais solide, là, avec mon pied gauche. Ça fait vraiment mal, casser l'orteil. Ben, on sait pas, là j'ai juste mal à l'orteil, mais je décide de continuer. C'est ça que je dis à un moment donné, c'est que là, après, ben, tout le temps vouloir la protéger, ben, je fais des mouvements avec l'autre pied qui est un peu bizarre, puis je cogne tout le temps mon autre pied. Puis là, je me suis retrouvé, j'ai fini la course assez bien en plus, comme j'étais content, là, tu sais. Puis je finis la course, mais après, ma femme, qui est infirmière, elle m'enlève mes souliers. Puis aussi, je dis, c'est cassé, c'est que des fois, je dis à ma femme a dit, t'aurais pu arrêter, tu sais. Puis je dis, non, mais je savais pas que c'était cassé. Puis là, elle dit, ah ouais, elle dit, pourtant, qu'est-ce que tu m'as dit à 50 000 au turnaround? Je t'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ça va super bien, mais j'ai les orteils cassés. Fait que, tu sais, elle dit, tu le savais, là. Fait que, mais j'ai fini la course. Mais après, c'était vraiment pas beau. Puis ça, on parle de
c'était avant le tort des géants. C'était en mai. Fait que j'avais ma préparation, tu sais, quand même, ça c'était super bien été. Là, on revient, tu sais, c'est fracture du orteil, mais je sais pas que c'est des fractures. C'est juste vraiment pas beau. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes amis qui est urgentologue, puis je vais déjeuner avec, puis j'ai encore mal, mais il dit, on pourrait peut-être faire des tests, tu sais. Puis là, je fais un test, puis moi, je travaille à l'hôpital, fait que c'est une de mes amies qui me fait le test. Puis là, j'y parle, puis je dis, oh, ouais, ce soir, là, je retourne en trail, puis j'ai un bon training, là, tu sais. Ça fait mal, mais moi, je vais être correct, tu sais. Puis, dans une fête à l'école de mes enfants, je reçois un message, tu sais, je vois, c'est un médecin qui m'appelle. Il dit, là, tu vas pas courir, là. Il dit, demain, tu vas à l'orthopédiste. Oh, OK, là, on est encore en début juin. Tu sais, je m'inquiète pas trop, tu sais, je vais voir l'orthopédiste, il me dit, ah, t'as 2 fractures, dont à gauche, c'est quand même une bonne. Il dit, je te mettrai pas dans une botte, mais tu sais, fais attention, puis ça devrait guérir. Fait que là, on est en juin. Mais là, je peux pas courir, je peux pas faire de sport, je fais un peu de vélo. Puis on se retrouve dans le fond en juillet que je repasse d'autres tests, puis que le médecin me dit, ça a zéro guéri, là, zéro, c'est pas mieux. Fait qu'on va te mettre dans une botte, puis l'autre avec une attelle. Fait que, ouais, fait que là, encore un petit peu de vélo, puis à peine, parce que là, j'ai une botte. J'essaie de pas trop marcher, mais tu sais, je travaille quand même. Puis on repasse un mois après, puis là, on est rendu début juillet, puis il me dit, non, ça guérit pas ton affaire. Tu pourras plus courir, là, tu pourras pas faire ta course. Mais il dit, je connais une compagnie qui vend une machine qui pourrait t'aider, mais c'est 4000 $. Fait que, tu sais, là, moi, je suis quand même inscrit au tard, je suis prête. Puis là, il me dit mes assurances payent. Fait en tout cas, il me paye 80%. Fait que j'essaie la fameuse machine. C'est des ultrasons sur mes 2 orteils, puis je fais ça religieusement. Puis je fais du stair au gym. C'est la seule affaire que je fais, c'est du stair avec ma botte, puis je suis un mois. Puis le 10 août, là, la course, le tard des géants, c'est le 10 septembre. Le 10 août, je passe des tests, puis le médecin dit, tout est guéri. Tu peux recommencer à courir tranquillement. Puis moi, je pars pour le 11 pour l'Europe. Fait que, Le 11 août. 11, le lendemain, je pars pour l'Europe. Ma famille, je pars tout seul pour les 2 premières semaines. Parce que ma femme fait l'UTMB, fait que je pars avant. Puis je suis parti, puis ça a été de la marche en montagne. Mais tu sais, ça, je dis des fois, il aurait peut-être été mieux d'arrêter. Tu sais, le DNF, là, aurait été acceptable d'arrêter à 12 000 avec une fracture de l'orteil, puis pouvoir me concentrer. Mais finalement, tout a bien été, là. Puis ton tort des gens, est-ce que tu as senti un peu ton pied ou ça Pas a du bien tout. été? C'est ça, Ah, ça ouais. a vraiment bien été. J'ai vraiment fait de la marche, puis c'est comme je dis, j'expliquais tantôt l'adaptation à l'altitude, d'arriver là 5 semaines avant, là, puis de juste faire des marches en altitude, puis d'être à Chamonix déjà qui était assez haut, ça a été comme wow. Ça a été mon avantage. Les gars qui se sont entraînés, moi je voyais ça sur Facebook, là, Richard, puis Guy, puis Ben, là, des Adirondacks, puis moi je suis là avec mon stair, là, tu sais, j'ai inquiété toute l'année, tout l'été. Mais finalement, là-bas, le fait de m'entraîner en altitude, je pense que ça a fait la grosse différence. Puis le fait aussi, là, au niveau du tard, c'est que tu sais, Guy, je dis pas qu'il est parti vite ou tu sais, les gens ont pris leur pace, mais moi, je serais parti beaucoup plus vite que je l'ai fait. Mais vu que je m'étais pas entraîné tant, j'étais pas sûr de ma condition, j'ai été conservateur au départ, puis je pense que finalement, ça a payé à long terme. Puis tu l'as quand même fait en 112 heures, on se rappelle. Oui, J'ai c'est ça. l'impression de me répéter parce que j'ai parlé du tort avec Richard, avec Martine, avec Maxime Simard aussi. Quand tu le fais en bas de 130 heures, tu peux te qualifier pour le tort des glaciers. Là, tu l'as fait en 112 heures, c'est une solide performance. Est-ce que c'est le plan d'aller au tort des glaciers? Je veux pas paraître, mais moi, dans ma tête, là, je suis capable de faire en bas de 100 heures. Fait que mon but, c'est vraiment de retourner au tard, faire en bas de 100 heures, éventuellement peut-être faire le tard des glaciers. Mais en tout cas, je veux pas, ça pourrait finir à 118 heures, comme je dis, je vais le finir, mais mon but, ça serait vraiment de faire un sub 100 heures au tard des géants. Tu sens qu'avec, si c'était pas de l'entraînement qui avait été un peu amputé à cause de la blessure, si tu étais bien préparé, tu penses qu'un 100 heures, c'est réalisable? Je pense que c'est possible, là. C'est drôle, c'est quand même 12 heures, là, mais si on connaît le tard des géants, ça va vite, là. C'est coupe des dodos, une coupe de place, puis tu viens de sauver 2-3 heures, puis
tu sais, garde, monte un peu plus vite, descend. Fait que ça va vite, là. Ah oui. Tu parles de ta femme depuis tantôt. Elle aussi est dans les gros ultras, je veux dire, l'UTMB et tout. Comment ça Ouais. se passe, la logistique familiale de votre côté? Parce que vous avez 2 jeunes enfants, Ouais. 2 Ben, coureurs d'ultra de haut niveau. Comment qu'on gère tout ça? Ben, c'était difficile à gérer, mais là, avec la pandémie, c'est quasiment intenable parce que ma fille est infirmière, elle gère le système de santé à domicile dans la région, là, fait que c'est avec le COVID. Fait que comme cette semaine, mettons, là, mes 10 marathons, il est temps que ça finisse parce que c'est elle qui a toute la charge, là. On a un chiot en plus. Fait que on s'est rajouté ça. Fait que puis là, l'école à la maison, nous, les écoles sont fermées. Fait que, on en fait beaucoup, mais on a toujours été là-dedans. On s'est rencontrés avec ça. Puis c'est moi qui la coach. Fait que, tu sais, si je donne un 3 heures à courir, ben premièrement, c'est moi qui le donne. Mais je sais que si je donne un 3 heures, ben peut-être que moi, je vais pouvoir aller courir 3 heures. Je le fais pas en tant que tel pour ça, mais tu sais, c'est un donnant. Là, je pense qu'on s'est toujours arrangé quand même comme il faut. Sauf que là, c'est ça. Depuis la pandémie, là, tu sais, c'est vraiment, elle a une grosse charge de travail. Elle est inscrite à Québec Mega Trail. Fait qu'on va voir si ça a lieu, ben, elle aimerait ça finir. Parce qu'elle a eu vraiment des malchances. Elle a fini, on a fait Verbier-Saint-Bernard, qui est une dure course, là. Elle a fini, mais les 2 fois qu'elle a fait l'UTMB, elle a eu vraiment, elle a abandonné par hypothermie. Elle est pas grosse. Puis, tu sais, à 4 heures du matin, là, dans les Alpes, quand t'es pas habitué de pas dormir, tout, tu pognes un froid. La première année, c'était fou, là, ils l'ont presque héliporté, mais là, elle vraiment, elle pogne des gros coups de froid, puis à te remettre de ça après, c'est très difficile. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose qu'elle veut refaire, là, elle veut finir l'UTMB. Mais là, on a dit Québec Mega Trail, je pense que c'est peut-être une possibilité plus probable pour cette année, là. Fait on que, risque d'être correct côté froid, là, si je me fous dans les éditions de Québec Mega Trail, c'est très chaud. Puis il n'y a pas de col à 2500 mètres comme l'UTMB. Non, c'est ça. Puis elle a fait justement, je pense que c'est 110 à Québec Mega Trail, elle l'a fait, puis ça se soit bien été. Fait que là, c'est le 100 mètres. Ouais, là, c'est inscrit au 100 mètres. Elle aimerait ça le finir, tu sais, pour avoir déjà un check, mais je pense qu'un jour, elle va retourner à l'UTMB, c'est pas mal certain. Elle a une revanche à prendre. Ouais. Tu en as parlé quelques fois, là, je pense qu'on entre dans le vif du sujet. On est à ton 9e de 10 marathons en 10 jours. Parle-moi un peu de ce défi-là, comment ça s'est présenté puis comment ça se passe jusqu'à maintenant. Ben, tu sais, l'année passée, il y a eu la pandémie, puis là, l'annulation des courses. Puis là, il y avait un défi, là, que c'était de traverser le Tennessee. Puis là, tu t'inscris à ça un peu n'importe comment. Puis finalement, il y a des gens là qui font ça comme en un mois quand t'es même pas au quart encore, mais j'ai quand même fait la distance, puis ça me motivait. C'était un étendant. Moi, j'avais vraiment Big Wolf là, dans ma tête, là, qui est le backyard à Rivière-du-Loup. Puis là, à un moment donné, j'ai bien su que ça marcherait pas. Fait que j'ai continué les virtuels. Puis là, il y a eu un backyard virtuel que j'ai fait en juillet, qui a vraiment bien été. J'ai fait 32 heures, puis Quand même. super bien. J'étais vraiment même, j'aurais pu continuer très longtemps, mais je savais pas que Big Wolf serait remis quand. Fait que là, à un moment donné, tu prends la décision de te dire, ben, je veux pas trop me fatiguer parce que d'un coup, qu'ils remettent ça juste dans 3 semaines, ben, je vais être magané. Fait que j'ai fait ça. Puis ça a été mon expérience virtuelle. Puis ma femme, justement, elle a fait après, c'est une course, là, Rocky quelque chose, là. C'est une course virtuelle avec du dénivelé. Tu sais, on était à Tremblant, puis la voir faire ça, motivée de chaque jour, faire ses étapes. Elle faisait l'étape, mais avec le dénivelé en plus. Puis, OK. c'était du virtuel, ça nous a encouragés parce qu'on avait besoin de ça l'année passée. Puis là, Big Wolf était supposé d'être fin septembre. Puis là, quelques jours avant, moi, j'étais vraiment dedans, puis ils ont annulé ça. Fait que ça a été un dur coup. Fait que ça a été pas facile. Mais là, dans la région, dans le fond, il y a le parc de la Gatineau. Les gens avaient commencé à parler d'un projet de Fastest No Time là, autour du parc de la Gatineau. Fait que moi, j'ai comme dit, ben, je vais embarquer là-dedans, ça va me motiver. C'est pas virtuel, au moins, c'est avec des gens. Ben oui. Puis dans le fond, c'est moi qui avait eu le record à ce moment-là, mais c'est juste parce que je suis parti 1 heure après les autres, puis j'ai déjà rejoint. OK. Peut-être que j'ai été plus rapide, mais finalement, j'aurais pu le faire avec eux autres. C'était juste
question d'horaire. Fait que j'ai fait ça. Puis Guy m'a battu après. Puis là, c'est un peu cet été, on veut encore se reprendre. C'est quoi cette FKT-là? Je pense que c'est 100 quelques kilomètres. C'est 111 kilomètres, OK. il me semble, de mémoire. Puis c'est quand même technique. Il y a des bouts aussi que c'est pas trop où tu t'en vas, c'est pas clair comme trail. Mais c'est une belle expérience. Puis ça, on parle de début octobre. Fait que c'était super le fun. J'étais en forme. Je m'étais entraîné pour... fait que ça a été bien. Puis après, ben moi, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. J'ai eu la COVID le 30, à l'Halloween. J'ai été vraiment malade. Ah ouais? Oui, vraiment sérieusement malade. J'ai pas été en soins intensifs, pas été à l'hôpital, mais prendre une douche, c'était quelque chose, c'était un monteur des géants. Ah ouais? Oui. Puis ça a pris 2 mois après à me remettre, je te dirais, là, ça a été le 1er janvier que je filais un peu mieux. Puis là, je suis tombé là-dessus sur Badwater virtuel Elite, qui était de faire 430 km en 16 jours. Fait que l'idée de tout ça était de maximiser, c'est de faire 26-27 km par jour le plus vite possible parce que c'est l'average pace qui compte. Fait que ça a parti de là. Je me suis inscrit à ça en me disant, je vais faire 26. Puis là, le travail, ben c'est très prenant. Puis les vacances, à un moment donné, tu peux pas prendre 2 semaines de vacances. J'ai réussi à avoir une semaine, fait que ça me donnait un 10 jours de vacances avec les 2 fins de semaine. Je me suis dit, ben regarde, je pourrais faire le 430 en 10 jours. Puis là, c'est devenu, après, je vais faire 422. Là, je vais faire les 10 marathons en 10 jours. Fait que ça a resté le même. Ça, c'était déjà en février, mettons, que j'étais décidé de faire ça. Puis moi, je m'entraîne, je suis mon propre entraîneur, mais je vois mes chiffres dernièrement que je mets la faute sur la faute sur le COVID, mais le positif du COVID pour moi, ça a été de me reposer. Ce que je fais peut-être pas assez, là, je m'aperçois. Mais ça a fait qu'en janvier, en recommençant à m'entraîner graduellement, ma forme a commencé à monter. Puis là, l'idée du 10 marathons, ben là, peut-être que 10 marathons avec mon temps de qualification, ça pourrait être un bon challenge, ça pourrait être le fun, tu sais, pour rehausser la barre un peu. Fait que ça a été ça. Quand on parle de temps de qualification, c'est ton temps pour Boston? Oui, c'est ça, qui est dans mon groupe d'âge, qui est 3h20. Fait que ton plan était faire déjà 10 marathons de 42 km pendant 10 jours, c'est déjà exceptionnel, mais là, c'est de faire 3h20 sous les 3h20. C'est ça, là, je rentrais un autre challenge, là. Mais tu sais, comme je disais, ma forme était bonne, fait que c'était un peu de voir. Puis j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un gros challenge. Moi, je dis tout le temps, il y a peut-être des gens qui sont pas comme ça, mais moi, ma femme, là, s'il n'y a pas de course cet été, là, elle va s'entraîner tous les jours pareil. Là. Elle se lève, même si elle a un travail de fou, elle se lève, elle va aller sur le tapis roulant le matin. Moi, s'il n'y a pas de course, là, je pourrais facilement tomber d'un chip et écouter des Ah ouais, c'est ta motivation. J'ai besoin de ma motivation. Moi, c'est la cerise sur Sunday. Excuse, je te coupe parce que je trouve ça intéressant. J'ai rencontré des gens de tous les horizons, puis moi, je sens que je suis un peu de même aussi, tu sais. Puis l'année passée, moi, je suis tombé dans un défi virtuel juste pour le fun, puis c'était pas pour me qualifier de quoi que ce soit. Puis tu sais, j'étais un coureur très mid-packer. C'était juste pour le fun de dire j'ai un objectif. Tu sais, moi, avant que les camps de base de Yves ont été lancés, un défi virtuel de dénivelé. Il fallait faire l'Everest en 1 semaine. Moi, je voyais ça comme une grosse montagne. Finalement, ça a super bien été. Mais j'ai eu besoin d'être inscrit à des choses. Puis là, cette année, je vois ma saison, puis je sens encore que j'ai besoin de ces lignes de départ-là. Puis, j'écoutais Yvan me parler de son why, puis que, lui, il y a le côté humain, tout ça. Toi, c'est quoi ton why de courir à travers les courses, à travers ces événements-là? Ben, c'est un peu égoïste, là. C'est vraiment d'avoir un but, puis de l'atteindre, puis de me fixer quelque chose, là, comme justement l'année passée, j'avais fait le double Everesting, là, ou des affaires de même, là. J'ai juste besoin d'un but, là, parce que je suis pas quelqu'un qui va j'ai besoin vraiment d'un but. Fait que c'était ça la chose. Au niveau de mon 10 marathons en 10 jours, 3h20, ce qui est drôle, c'est que ça commençait un peu égoïstement pour encore me fixer un temps, puis voir mes limites. Puis là, j'ai mis ça sur Facebook, puis la réponse des gens, ça a été comme wow. Puis les gens, un peu, il y en a même qui m'ont écrit, avec la pandémie, ça nous fait du bien d'attendre que tu te poses ton temps, là, puis de dire que
ça nous fait du bien. Puis même, il y a une journée que je courais toujours à 1 heure, tu sais, puis je sais pas, mercredi ou jeudi, entre les enfants étaient à l'école, il fallait que j'aide ma fille, puis je suis parti plus tard. Quand je suis revenu, j'avais comme 12 messages. Es-tu correct? Peux-tu faire quelque chose? Tu sais? Et tel le roman des gens. Oui, fait que là, c'est rendu que là, c'était rendu de mes 5 derniers marathons, un peu c'est plus un défi personnel, c'est plus égoïste, c'est d'encourager les gens, puis que les gens aient de l'engouement, puis disent ah, mais moi, je vais aller courir, puis, tu sais, mais il faut faire attention, tu sais, parce que il y en a qui rêvent de faire Boston, tu sais, puis j'essaie de faire attention parce que d'en faire 10, ça peut être un peu aussi quasiment insultant. J'ai déjà eu une expérience comme ça dans le temps, je m'entraînais le marathon des sables, là, on n'avait pas parlé, mais je m'entraînais pour le marathon des sables, puis à un moment donné, j'étais arrivé avec mon entraîneur, un entraîneur de triathlon, puis j'avais dit, tu sais, il y avait beaucoup de monde, puis j'avais dit, ah ouais, aujourd'hui, je cours juste 3 heures, tu sais, puis il m'avait rencontré en privé, il m'avait dit, tu sais, fais attention quand, tu sais, juste 3 heures, quand les gens, ils sont pas capables de courir un 5 km. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Fait que c'est un peu le même principe, là, c'est de dire, tu sais, c'est un but à moi, c'est dans mes objectifs à moi, c'est dans que je pense que j'étais capable de réaliser, mais c'est pas une nécessité de se classer pour Boston ou des choses comme ça, là. Mais je trouve que les gens, là, ils se disent, ah, wow, tu sais, j'ai été courir aujourd'hui, là, puis je t'ai envoyé des ondes positives, j'avais pas couru depuis un bout. Fait que ça, c'est super le fun. Je pense que les gens l'ont perçu que c'est pas du bragging. En aucun cas, en regardant ce que tu partages puis de la façon que tu as approché ce défi-là, personne ne peut se dire ah, il veut juste montrer qu'il peut faire Boston 10 fois. Non, c'est que je pense que les gens qui te connaissent, qui te suivent, quand tu as fait un palmarès de courses comme ça, faire 10 marathons en 10 jours, c'est extrêmement impressionnant. Mais ça l'est pas tant si tu le fais en power hike et rythme tard des géants. C'est très bon comme entraînement, mais je pense que tout le monde a senti, OK, t'as besoin de ton petit banane de plus pour te fouetter un peu puis te dire, faut que je ma limite. Ah oui, je voulais pousser ma limite. Puis aussi, je voulais un peu travailler. C'est quelque chose qu'on fait pas en ultra, même sur une course. Peut-être, je disais, le marathon des sables où là, c'est stage. Fait que, tu sais, le soir, t'as un peu. Mais je voulais vivre aussi le recovery. Tu sais, j'ai une petite, des bottes Normatec, j'ai un Compex, j'ai des selles d'Epson, tu sais. Je voulais voir, tu sais, travailler ça un peu, voir comment je réagirais à chaque jour. Fait que ça, c'était aussi une façon pourquoi je le faisais, c'était de voir si j'étais capable de chaque matin de repartir à courir. Puis c'est spécial, là. Tu sais. En tant que coach, est-ce que c'est une genre de forme de laboratoire de pouvoir après ça aussi, voir qu'est-ce qui a marché pour toi puis qu'est-ce que tu peux conseiller à tes athlètes? Oui. Puis aussi, je me suis aperçu là, que l'aspect mental aussi, l'aspect familial, parce que sérieusement, c'est un jours où je fais juste penser à ça. Là. Je me lève le matin, je peux pas en faire trop. Je vais courir, ça prend 3h20. Je reviens, mais là, faut que je me mets mes petits chocs, je vais prendre mon petit bain. Je fais pas grand-chose dans la maison. Fait que j'ai un bon support. Là. Puis comme je disais, pas toujours facile avec le travail. Puis là, les enfants sont pas à l'école. Fait que là, il faut gérer les deux avec les ordinateurs. C'est vraiment encore revenir. Fait qu'il est temps que ça finisse. Là, on dit, tu peux en faire sans arrêt. Non physiquement, mentalement, mais aussi au niveau familial, ça ne marcherait pas. Là. Ça va être fini demain, puis je suis bien content. Fait que là, il t'en reste un seul. À date, t'es 9-9 sous ton temps de Boston. Comment ça se passe? As-tu des journées plus tough que d'autres? Oui, j'ai eu une journée, dans le fond, tu sais, il a fait chaud, c'est bien, je suis un gars qui supporte bien la chaleur, mais quand même, après 5-6 jours, je pense que c'était mercredi, mon moins bon temps, dans le fond, où après 21 km, le pace, c'est déjà difficile, c'était comme une sensation plus que les jambes. Fait que décider, l'affaire, c'est que quand c'est comme demain, ça ne m'inquiète pas parce que si j'ai mal puis je suis un peu en retard, je peux me permettre de dire, regarde, je vais aller dans le rouge parce que le lendemain, j'en ai pas. Mais là, mercredi, je ne pouvais pas faire ça. Fait que ça a été de calculer, à un moment donné, de dire, OK, finalement, ça finit avec un 3,16, c'était pas pire, mais c'était la peur parce que, bon, puis ton urine, tu sais, l'urine et tu parles parce que faut que ça reste. Puis ce soir-là, c'était ça, c'était pas pâle pantoute. Fait que j'ai eu peur un peu d'hypothéquer mes autres jours, mais le lendemain, ça a super bien été. Fait que, ouais. Fait que ça a été correct.
Puis sinon, ça a été ma difficulté. Aujourd'hui, je te dirais que c'était celui qui m'inquiétait le plus parce que mentalement, physiquement, j'ai mal aux cuisses. Il y avait du vent, puis là, tu te dis, ben, c'est ça, je suis passé de hier de me dire, je vais pouvoir me dire après, il en reste juste 2, à me dire, fuck, il en reste 2, là. Tu sais, c'était plus le même minding. Fait que je suis content qu'il ait été fait, puis il a super bien été aujourd'hui, ça a été un de mes bons, là. C'est cool. Puis là, demain, est-ce que tu as des gens avec toi? Parce qu'on va être lundi. Là, c'était le fun le week-end. Je voyais que tu as eu bien du monde avec toi. Tu avais des bons c'est pacers. Ça, j'ai la chance d'avoir mes sports-études. Dans le fond, je suis entraîneur au niveau sport-études. Fait que, entre autres, eux ont le droit de s'entraîner même en petits groupes, puis on fait attention à la distanciation, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire des fait qu'ils se relaient souvent. Là, fait que c'est super le fun d'avoir eux autres. Ma femme est venue, Richard est venu, Guy est venu. Fait que, ouais, tout le monde a été. Fait que demain, c'est un peu le même principe de dire, mais avec pas de pression parce que demain, comme je disais, sérieusement, là, tant mieux si je fais 3-11, là, mais mon but demain, c'est 3h19:59, je vais être satisfait. Puis pour ça, ben, comme je disais, je peux me mettre un petit peu dans le rouge pour aller là. Tu sais, ma fille a 8 ans, puis elle suit ça un petit peu, puis Radio-Canada, dans le fond, ont fait un petit peu une chose avant, puis ils vont venir faire après, ils vont filmer. Puis elle est bien énervée, elle veut rouler à côté de moi pour me donner ma bouteille. Ça va être un peu de se dire, on fait un 30 km, le dernier 10, ben, je vais y aller avec ma fille en vélo à côté. C'est cool, ça. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Est-ce que quand on le disait, ton Badwater a été ton summum? Est-ce que tu t'attendais avec un défi comme ça de peut-être frôler quelque chose à un certain niveau? Non, parce que, tu sais, c'était pas... le but, c'était de faire 10 marathons. Le 3:20, c'était comme je le sépare, tu sais, je dis marathon, BQ, tu sais, Boston. Fait que, tu sais, sur le Sunday. Ça n'avait pas été la fin du monde, tu sais, c'était pas... Fait que j'avais l'objectif, mais c'était pas ça n'aurait pas été grave, là. Fait que là, c'est sûr que demain, je vais le faire, parce que là, je suis 9 en 9, mais j'avais pas ce stress-là de finir. Pour moi, j'espère toujours pouvoir des courses cet été, puis que je puisse faire Big Wolf. Fait que pour moi, c'est un entraînement pour Big Wolf, là. Ouais. C'est quoi les courses que tu as de prévues si COVID le veut? Big Wolf et je vais aller chercher ma qualification pour Western State là, parce que je suis rendu à 16 fois. Là, fait que, t'es rendu à 16 fois? Ben, 16 non dans le chapeau. OK, je pensais que tu faisais 16 années. Ouais, non, pas 16 fois, mais 16 fois. Fait que je me dis que je veux pas perdre ma chance. Fait que, est-ce qu'ils vont le demander? C'est ça aussi là, que je commence à me demander. Je sais que là, ils ont permis aux internationaux de remettre à l'année prochaine. Est-ce qu'il va y avoir un tirage? Est-ce qu'ils vont demander une qualification? J'attends ça. Je surveille un peu Québec Megatrail puis Arcana, les inscriptions, pour être sûr de ne pas manquer mon coup. Parce que l'idée, c'est de rester au Canada. Si à Big Wolf, ben il y a un golden ticket pour aller au championnat du monde au Tennessee au mois d'octobre. Je ne le refuserai pas. C'est juste compliqué parce que c'est ça, je travaille à l'hôpital. On veut pas. Même si moi, j'ai eu puis je suis vacciné. Ça reste compliqué de voyager. Fait que le but, c'est de rester au Québec. Là, mais ouais, c'est ça. On a 2 courses au Québec qui sont des Western State Qualifiers. Ouais, c'est ça. Québec Megatrail, le 110 que le 160. Puis là, Aricana. Fait que t'as comme 3 options quand même. Puis l'option, même l'option quasiment A, c'est de dire, ben, je préfère avec ma femme, là. Tu sais, puis finir. Le but, c'est de finir puis j'ai ma qualification. Ma femme a juste peur que je sois trop doux, que je la pousse pas assez. Elle aimerait, tu sais, ça, peut-être avec d'autres personnes qui vont la pousser plus. Tu sais, ça se met à être pas bien, je vais dire arrête, là, je suis un petit peu, peut-être, trop poule pour ça. À savoir, là. Fait que, mais ça peut être, parce que l'objectif de faire l'UTMB avec elle, ça nous trotte dans la tête aussi. Fait que ça pourrait être ça. Elle aussi, tu sais, autant elle a abandonné à l'UTMB, mais j'avais très bien sur une course comme Moab ou le Thor, où là, il n'y a pas de limite de temps où tu peux dormir, où tu peux... je pense qu'elle serait super bonne là-dedans. Puis est-ce que tu as des courses bucket list? Parce que tu as déjà un palmarès assez impressionnant. Puis on a passé rapidement sur des courses assez impressionnantes. Là, je veux dire, Moab 240, c'est rendu un 200 miles, 240 miles, très impressionnant. Le marathon des sables aussi, une 14e course du marathon des sables.
Je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que je le disais tantôt, il y a plein de courses que tu as faites que j'aurais le goût qu'on fasse un épisode sur chaque rendu là. Mais Marathon des Sables, c'est unique. Là. Il n'y a pas grand monde qui ont fait ça. Point. Le Marathon des Sables, si fou, quelqu'un m'arrive, là, quelqu'un de riche me dit Éric, je te commandite, tu as une course peu importe le prix, je te paye une course, c'est le Marathon des Sables. N'importe quand, j'ai plein d'autres courses que j'aime, mais le Marathon des Sables, c'est une aventure, c'est incroyable. T'as du monde de partout dans le monde. Le soir, tu veux pas, ta course, elle dure 5, 6, 7 heures, puis le reste du temps, tu es avec du monde de partout dans le monde. Puis moi, j'ai eu la chance j'avais monté une équipe, dans le fond, c'est individuel, mais avec ma femme, une de ses amies, puis 2 de mes amis. Fait que, tu sais, ça a été merveilleux. Puis en plus, j'ai bien performé au point que là-bas, c'était rendu comme une obsession de finir le premier Nord-Américain. Ça a été super bien. Puis j'ai dit quoi, là, c'est une super course. Puis les Marocains sont intouchables là-bas. Là, ça n'a pas de sens. Là. Tu regardes le palmarès du Marathon des Sables, mettons qu'il y a 30 éditions, c'est 29 Marocains en 30 éditions. Ouais. Mais l'affaire que tu sais pas, c'est qu'ils courent, eux autres, ils partent pas super vite, mais ils savent où passer. Fait que moi, pourquoi j'ai bien performé, c'est que presque dès la deuxième étape, je me suis dit, moi là, je me donne au max le temps que je peux les suivre. Je vais sauver tellement de temps sur parce que tu as quand même un espace là, de un 500, 1 km d'un bar, 500 que tu peux passer. Mais eux, c'est pas ça. C'est que des fois, 200 mètres, tu te rallonges à 200 mètres, mais le sabre renfonce pas. Puis eux autres, ils savent exactement. Fait que j'ai commencé à courir là, vraiment en les talonnant, puis essayer de durer le plus longtemps possible. Puis là, mes rangs ont commencé à bien été, puis ça a été une expérience, là. Comme je dis, c'est incroyable, mais c'est le prix c'est rendu, je pense, c'est 5 000 US l'inscription, là. C'est ça. Voyage. Fait que ça commence à être, c'est notre game. Parle-moi un peu, tu sais, le Marathon des Sables, c'est quoi? C'est 6 étapes. Parle-moi un peu du profil de la course parce que c'est particulier. Comme tu le disais tantôt, c'est un stage race. Ouais, c'est dans un le stage désert race du Sahara. Ouais, c'est environ des étapes de 30 à 40. Ça peut être même 20 à 40 kilomètres. Puis le 5e jour, dans le fond, tu pars pour une longue étape. Moi, mon année, parce que ça change. Hein, tu reçois un logbook avec le chemin, tu sais jamais avant trop c'est quoi. Fait que moi, c'était un 80 kilomètres. Puis les 50 premiers hommes et 10 premières femmes, je pense qu'on partait 3 heures après les autres. Fait qu'on partait à midi dans grosse chaleur pour un 80 km. Mais ce qui était le fun, c'est ça, je restais avec les leaders, puis ma femme, puis son ami, qui était parti 3 heures avant. C'était motivant de faire ça. Puis on parle pas des tempêtes de sable. Là. J'ai pogné une tempête de sable dans mon 80 km. Fait que chaque jour, c'est dans le fond, c'est un départ de groupe. C'est pas ton temps, c'est ton temps est accumulé à chaque étape. Mais tu repars. Puis il y a l'étape, dans le fond, le 80. C'est sur 2 jours. Mais comme moi, j'ai rentré, mettons, je suis parti à midi, j'ai fini à minuit, 1 heure. Ben moi, j'ai eu le lendemain de congé. Fait que ça, c'est un avantage. Mais l'étape d'après, c'est un marathon. C'est vraiment un marathon, 42.2. Tu sais, dans le sable, puis tout, c'était quelque chose quand même, mettons, 5e jour, le 5e étape, 6e jour. Fait que c'était quelque chose. Mais encore une fois, j'ai vraiment accroché les gens, puis je me suis rendu peut-être à 33-34 km, puis après, ben, tu survis pour le reste, mais tellement en avant. Fait que ça a super bien été. Mais c'est en autonomie complète aussi. C'est ça. Je voyais les images de cette course-là, puis c'est pack-sac avec les grosses bouteilles, puis tu traînes ton stock pour 6 jours. Ouais. Moi, j'avais ma bouffe pour 6 jours. Là. Fait que moi, j'avais été à la dure, là, pas de savon, pas, il y en a qui se lavent, il y en a qui ont un petit four pour faire chauffer leur bouffe. Moi, je me disais, ben, il fait 40 degrés, fait que je vais mettre mon eau chaude dans ma bouteille, je vais mettre ma nourriture. Puis, ça a été parfait. Jusqu'à temps que je finisse la nuit, dans le fond, puis que je suis en pleine nuit, puis je voulais manger, la nourriture était un petit peu plus... mais c'est ça, moi, je suis parti avec le minimum. Je pense que c'est 9 kilos. Il pèse le sac. On n'a pas le droit d'aller en bas de ça. Fait que c'est une super belle expérience. Le gars qui a organisé ça, c'est incroyable. La nuit, il y a un laser pour être sûr de ne pas te perdre. Ah ouais. Si t'arrive quelque chose, le capteur est là. C'est vraiment top-notch pour le prix. Mais c'est ça, c'est rendu cher là, quand même.
Je savais pas qu'il y avait un tracé quand même assez large. Oui, c'est ça. Tu peux aller comme d'un bord puis de l'autre. C'est des checkpoints GPS que tu suis ou tu as des flags? Ben, c'est vraiment, tu as des checkpoints que tu es obligé d'aller, mais il y a quand même, sinon, je sais pas si c'est de la surveillance, mais ils disent, eux ont tracé une ligne, puis tu dois te repérer avec ta carte, puis tu as le droit d'aller de chaque bord un peu, là, mais il faut pas que tu exagères. Mais comme je dis, des fois, le chemin qu'eux ont donné, tu peux être dans les dunes avec tes mains puis tes pieds, tandis que c'est suivi le Marocain et on dirait que tu es sur l'asphalte, là. Fait que c'est pas. Ah ouais? Oui, c'est complètement différent, là. Ah, c'est malade. 14e place, c'est quand même complètement fou, là. Oui, c'était super, ça aussi, là. Est-ce que tu avais fini premier Nord-Américain cette année-là? Oui, c'est ça. Puis c'était ça, à un moment donné, tu commences la course, je connais. C'était à mes débuts, hein, c'était en 2007, là. C'était même quasiment à mes vrais débuts. Puis tu sais pas à quoi t'attendre. Là aussi, un petit peu d'acclimatation. On était chanceux, on a eu une année, la neige est arrivée en janvier. Fait que, j'avais couru une amie qui était en Floride, j'avais été m'entraîner là. J'avais quand même des bonnes conditions, mais tu sais pas à quoi t'attendre sur du multistage. Moi, j'ai jamais fait ça. Fait que puis tu sais, on a eu une nuit, je pense que c'était après la 3e étape, parce que c'est un bivouac. Fait que c'est un genre de tente à 3 côtés. Fait que tu dors, puis tu sais, à 6 heures du matin, eux autres, c'est fini, mais ils t'enlèvent ça, puis il faut que tu te lèves. Mais on a eu peut-être la 3e étape, là, à 2 heures du matin, une tempête de sable où il faut tenir la tente pendant 2 heures, tu dors pas, tes lunettes de ski, puis c'était fou. Fait que le lendemain, à 6 heures, ça arrive de bonne heure. Fait qu'il y a eu la gestion, puis ceux qui connaissent pas, c'est le sable du Sahara, là, c'est comme de l'eau, là. Ça rentre partout. Fait que les irritations, là, partout, à la fin, tu finis les plus de semelles, les souliers coupés, c'est vraiment une autre game, là, complètement. Mais c'est une expérience incroyable. Tu retrouves du sable dans ton stock pendant combien de temps après la course? Ah, tout le temps, là. Encore aujourd'hui, Eric, il est là. Ah, shit. Ouais, je sens mon sac, il y a encore de. Non, mais c'est fou, là. Ouais. Aïe, aïe. Tu disais t'es coach de ta femme et des coachs de plein d'athlètes au Québec. Il y a Martine, que je peux pas faire un épisode sans plugger Martine. On dirait que c'est rendu un sujet récurrent. Ouais. Bonjour Martine. Mais je sais que t'es coach. Ça fait combien de temps que tu coaches les athlètes? Depuis 2000. Depuis 2000. Triathlon, bien sûr, au début, là, tu sais. Ben oui. J'ai pas coaché, l'ultra avant d'en faire, là, avant les coureurs avant d'en faire. J'ai commencé ça vraiment, comme je dis, moi, quand j'ai la piqûre, j'ai la piqûre. Là, fait que quand j'ai commencé à faire du triathlon, j'ai tout de suite été chercher mes licences de coach. Puis plus tard, je suis devenu coach sport-études qui est incroyable. J'ai des athlètes là, qui iront peut-être aux Olympiques. Là. Ah ouais. C'est vraiment le fun. C'est vraiment motivant. J'ai un très bon travail aussi, là, mais si les deux ensemble, ça fait que je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir les deux. Puis j'ai coaché des amis au début, ma femme, justement, puis des amis en triathlon. Richard, que j'ai même déjà coaché. Puis, c'est devenu de même. Puis, à un moment donné, ben, la mode du ultra est arrivée. Fait que je me suis dirigé un peu plus vers les ultras. Puis moi, j'utilise un peu ma façon de m'entraîner pour entraîner les autres. Puis, on change les affaires. Puis, c'est un peu drôle. La première année, c'est toujours dur avec un athlète si tu ne connais pas. Puis je dis tout le temps, au bout de 3-4 ans, ben, il est peut-être temps de changer de coach parce que ma façon d'entraîner, tu peux plafonner. Puis, mais il y en a, je suis coach depuis 11 ans. Là, fait que, ouais. Il s'améliore toujours. Fait que, c'est vraiment le fun. Puis d'avoir un suivi, mon emploi me permet de pouvoir texter puis de répondre aux gens. Fait que c'est le fun. Je pense que je fais un bon suivi. J'essaie, en tout cas. Puis c'est le fun de voir les gens s'améliorer, là, puis de viser. J'ai une expérience aussi de vie, dans le fond, de course, de sommeil. Fait que ça a été un peu ma spécialité de coacher d'entraîner des gens, là, pompiers, là, qui sont sur des horaires un peu bizarres, policiers. Parce que moi-même, je suis sur cet horaire-là. Fait que c'est parti comme ça. Alors moi, c'est ça, du côté sommeil, j'ai vu ça un peu partout. Tu es un spécialiste du sommeil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu en parlais depuis quelques fois. Oui, c'est ça. Je suis technologue dans un laboratoire de sommeil. Fait que je suis vraiment spécialisé, surtout au niveau respiratoire, les gens qui font de l'apnée du sommeil, mais je suis venu à développer vraiment une expertise en sommeil. Là, c'est ma vie. Fait que je travaille avec des neurologues qui sont spécialistes en sommeil. Puis,
Fait que je suis là-dedans, mais c'est ça, je travaille de nuit. Fait que il a fallu que moi aussi, je m'ajuste. Je fais 3 nuits de 12 heures, dans le fond. Fait que ça me permet quand même d'avoir 4 jours de congé après pour m'occuper de mes sports-études. Mais c'est un ajustement. Moi, je compare ça à, c'est comme si je m'en vais en Europe à chaque semaine, là. Ah, c'est ça. Faut gérer le sommeil. Ce qui donne des avantages dans du ultra comme le Tour des Géants. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que ton emploi du temps t'avantage d'une façon? Oui, mais je reviens avec Richard Turgeon. On parle souvent, nous deux, qu'on a le même à peu près approche de course, le même pace. On est 2 coureurs à peu près semblables, mais on n'a pas les mêmes approches parce que lui, il peut se coucher sur une roche en boule, puis il va dormir en 5 minutes. Là, on a fait de Boston, puis j'étais avec lui, mais c'est comme j'étais tout seul. Là, il a dormi dans l'autobus. On est arrivé là-bas, on avait 2 heures à attendre, il a dormi dans le gazon. Lui, il est capable de dormir partout. Parce que moi, j'ai énormément de difficultés. Moi, il faut que ça soit des conditions tranquilles, dans le noir. Mais, de l'autre côté, lui, au bout de 12 heures, 12-15 heures, il a besoin de dormir. Moi, au bout de 30 heures, j'étais encore capable de... Ah ouais. Fait qu'on n'a pas la même approche. Puis ça, je pense que c'est mon travail qui m'a amené à ça. Ben, il faut bien que ça ait un avantage pour ton sport. Quand on parle les distances que tu fais, quand on voit le Moab 40, le Tour des Géants, ça prend cette gestion-là du sommeil qui devient... Ah oui, dans Moab, c'est ça, Moab, j'ai peut-être dormi l'équivalent de 2 heures sur 75 heures. Ah ouais. Au Tour des Géants, j'ai à peu près 3 à 4 heures de sommeil sur 112 heures. Fait que, je pense que il faut, à un moment donné, être capable de... Ouais, puis c'est ça. J'ai cette facilité-là. Mais moi, c'est ça. Je peux pas me coucher sur la trail, tu sais. Ouais. Mais de l'autre côté, le Tour des Géants, c'est vraiment un autre monde. Là. J'ai dormi en courant. Des fois, les gens, là, le mythe, là, mais moi, je l'ai vraiment vécu. Là. Ah ouais. Déjà, quand on s'endort, on pense à des choses un peu bizarres, tu sais. C'est pas des rêves, c'est vraiment juste des idées. Là, on dort, puis à un moment donné, on se réveille en se disant « Wow, je pensais à des choses bizarres. » Mais moi, je courais, puis à un moment donné... je pensais arriver, mettons, à minuit, puis ça allait moins bien, il y avait plus de dénivelé. Puis j'étais avec Guy Loiron, puis il était rendu vers 4 heures, fait noir, tu sais, vraiment une grosse fatigue. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que, hey, tu sais, réveille-toi, là, tu es en train de dormir en courant, là. Fait que c'est vrai qu'on peut faire ça, là. C'est terrible, là, mais ouais. Je dis pas que c'est bon, là. Ouais. Mais, tu sais, je parle les ultras de cette distance-là. Anyway, est-ce que c'est bon? On le sait pas. Mais... Ouais, c'est ça. Je suis dans le domaine de la santé, puis je le fais parce que j'aime ça, j'ai la passion de ça. Est-ce que je le conseille? Est-ce qu'un Ironman... C'est quoi la limite aussi? Un Ironman, double Ironman, des Ironman. Il y a des toutes, là. 100 000, maintenant, il y en a, ça n'arrête plus. Fait que les limites, je pense que c'est à chaque personne de savoir un peu ses limites. Ouais. Puis aussi, plus c'est long, plus tu peux marcher, une gestion d'effort qui est plus facile, tu sais, ça reste que maintenant, un 100 000, pour moi, c'est rendu une course, tu sais, c'est rendu comme après avoir fait des 200 000, on dirait qu'un 100 000, ben, OK, t'es capable de pousser assez longtemps, là, sur ça. Alors que du 200 000, du 240, comme ton Moab, tu as une gestion de l'effort qui est un peu plus relax. Oui, ben, parce que sinon... Dire relax, c'est un peu ridicule, là, mais bon, c'est ce que je veux dire. Mais sérieusement, si tu exploses à 100 000, il te reste un 100 000. Ça peut être terrible, là. Ça peut être long, là. C'est vraiment de la grosse gestion. Puis, ce que j'aimais en Ironman, puis ce que j'aime en ultra, plus c'est long, comme je disais, c'est un peu la gestion des hauts et des bas, parce que peut-être qu'il y en a là, qui pourraient m'écrire et me dire qu'ils ont fait un 200 000 sans bas, mais moi, je pense pas que ça se fait. Fait que c'est la gestion que les bas, à un moment donné, tu sais que ça peut revenir, mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour? Fait que c'est-tu calorique? C'est-tu hydratation? C'est-tu les électrolytes? C'est-tu le sommeil? Gérer ça, c'est quasiment le fun pour moi. Là. C'est vraiment... C'est pour ça que j'aime les 200 000. Comme je dis, je conseille pas ça. C'est pas nécessairement... on n'a pas besoin de faire ça. Un ultra... moi, je considère un ultra à 50 km, là, mais on n'a pas besoin de faire un 200 000, mais j'aime la gestion de ça. Là. C'est pour ça que je disais, ma femme, entre autres, qui est bonne là-dedans, je pense qu'elle serait bonne, elle le disait, tu sais, comme... ouais, fait que c'est des choses comme ça que j'aime, que je veux faire encore. Ouais.
Puis quand tu pognes un creux, quand tu le sais, là, avec le nombre de courses que tu as faites, le nombre d'ultras, tu le sais quand ça arrive, c'est quoi, toi, tes techniques personnelles? Moi, technique personnelle, haut et bas, c'est toujours de calculer. Ça a été ça, dans le fond, le double Ironman, là, quand c'était sur une boucle. Fait que, tu sais, je me disais à chaque tour, si je fais tel temps. Fait que moi, dans ma tête, c'est un peu de calculer, bon, OK, la prochaine station, si je fais tel temps, je vais pouvoir aller à... Fait que je calcule toujours. Puis quand j'ai un gros down, c'est vraiment de me faire l'analyse, là. Tu sais, c'est-tu comme, si je ferme les yeux, j'ai-tu le goût de dormir? Est-ce que j'ai des nausées? Est-ce que j'ai des crampes? Puis de me rendre de juste me dire, je me rends à l'autre station. Puis à l'autre station, ça a peut-être été mon problème au début des ultras de partir du triathlon. Tu sais, un triathlon, c'est go, go, go. Tu sais, tu t'arrêtes pas pour prendre ta bouteille. Fait que moi, les premiers 100 000 ou même les premiers ultras que je faisais, c'était ça, les stations d'aide, là, c'était comme, j'ai perdu 2 minutes, il faut que je cours vite. Puis j'ai développé ça à un moment donné de me dire, non, regarde, station d'aide, assis, mange, pense à qu'est-ce que tu as besoin, repars un peu plus lentement, puis après, ça repart. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, quand ça va pas bien, c'est de me dire, bon, t'as combien la prochaine station? Qu'est-ce que je vais avoir besoin? J'ai besoin d'un repos, puis de prendre mon temps à la station, là. C'est pas une course. Tu peux sauver peut-être 3 minutes à ta station, mais tu vas en perdre 45 après. Non, exact. Je pense même sur des longues distances, il y a un calcul qui vient avec ça aussi de. Tu sais, j'en parlais, je sais pas quel épisode, que des fois, 10, 15, 20 secondes par kilomètre, plus vite que ton pace à l'aise, tu vas l'hypothéquer plus tard. Puis je l'ai vécu récemment sur une longue. J'avais une grosse semaine au travail, puis tu sais, je pars la longue, puis je le sais que je suis déjà un peu hypothéqué, puis moi, mon feeling en entraînement, c'est de me dire « Yes, parfait, ça va être le fun. » Parce qu'une longue de week-end, moi, un 30K, si ça va bien, je vais avoir des bonnes sensations du début à la fin. Mais si je le pars un peu, là, j'ai commencé, puis j'étais comme ça va être tough aujourd'hui. Yes, OK, on tombe dans une game différente. Puis là, je l'ai senti. J'ai voulu pousser le pace, puis j'ai senti que ça m'a hypothéqué. Puis là, on parle d'un 30K d'entraînement, mais sur du long, je pense que vraiment ce petit 10, 15, 30 secondes par kilo peut faire toute la différence rendu 200 km plus tard. Tu sais, comme je dis, Courtney Water est capable de faire Moab sans marcher, mais il y a la gestion de la marche aussi. Tu sais, à un moment donné, on marche, puis à un moment donné, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut justement, quand est-ce que je peux le prendre le 10 secondes plus vite. Tu sais, moi, je suis un coureur de route à la base. Fait que, tu sais, il y avait des bouts, à un moment donné, sur route, regarde, moi, je vais en profiter, là, je vais ouvrir un petit peu le pace parce que pour moi, c'est correct. Puis là, il y a une montée technique, ou une descente technique, moi, je suis moins fort, je veux pas maganer les cuisses, là. Fait que c'est de la gestion, mais sérieusement, plus c'est long, sur un marathon, le fameux mur à 32, là, mais 13-10, c'est long, oui, mais ça reste qu'on parle d'une heure, là. Si tu prends un mur sur un 200 000 à 100 000, comme je disais tantôt, il reste 100 000 à courir, là. T'as beau marcher là-dedans, mais ça va être long, là. C'est clair. Puis on parle Moab, Moab, c'était pas 200 000, là, tu sais. On parlait de 240 000, puis moi, sur mon GPS, j'ai eu 385 km, là. Puis en plus, Moab, moi, je m'attendais à la grosse chaleur. Ce qui est arrivé, il y avait des bouts très chauds, mais il y a eu un ouragan qui a passé puis qui a amené de la grosse neige. À un moment donné, j'étais dans la neige jusqu'au genou, là. C'est là que j'ai eu mon hallucination, là. Des gens qui le connaissent, là, que j'ai vu mon gros canard qui m'a parlé. Fait que c'est un peu drôle, là. Fait qu'on est tellement fatigué et c'est tellement dur que c'est ça. Ça m'arrive rarement, mais ça aussi, c'est une autre histoire, les hallucinations de course, là. C'est pas un mythe, ça peut arriver. Puis est-ce que, tu sais, toi qui es spécialiste de sommeil, j'en profite pour poser la question. On parle des hauts et des bas dans un marathon, comme dans un ultra, puis on le sait que ça arrive. Est-ce que tu sens aussi des hauts et des bas côté fatigue, de dire à un moment donné, j'ai l'impression que je pourrais m'endormir là, puis 2 heures plus tard, ça revient, puis t'as pas dormi une seconde, puis t'es craqué comme si tu venais de boire du café? Sérieusement, le lever du soleil a l'effet magique. Puis moi, je veux pas faire de publicité, mais tu sais, Red Bull, n'importe quoi, tu sais, j'en prends parce que je travaille, des fois j'en ai besoin, mais dans une course de longue distance de même, au lever du soleil, prendre quelque chose avec beaucoup de caféine, là, moi, ça
ça change ma journée, là. Ça me réveille complètement. Oui, complètement. Puis je peux passer jusqu'au soir. C'est vraiment la nuit, tu sais, il fait noir, là. Ouais. Puis moi, comme je disais, j'ai un problème avec le froid. Fait que je suis frileux. Fait que quand il fait froid la nuit, on dirait que ça me prend de l'énergie à juste survivre au froid. Mais le sommeil, des fois, je pense que juste d'arrêter à la station d'aide, de fermer tes yeux, ça peut donner un autre, peut-être qu'à 5 heures, là, tu sais. Fait que, ouais, puis je pense que dormir trop, c'est pas mieux non plus. Je pense à l'ankylose, là, tu sais, je suis pas sûr que je serais capable de faire un 3-4 heures, mettons, dans un refuge, puis repartir après. Je pense que j'aurais de la misère. Fait que, tu sais, il y a la gestion de ça aussi. C'est quoi ton power nap idéal, mettons, sur un Tard des Géants ou un Moab qui dure des jours et des jours? C'est quoi le plus long que toi, tu sais que passer ça, je tombe dans un état de... Je pense que ça va être dur à repartir. Je pense qu'une heure, pour moi, là, c'est de faire plus souvent des 1 heure que de faire des 1 heure et demie. Mais en même temps, tu sais, quand je disais j'ai rêvé, là, mais j'étais arrivé à Oyas, là, justement, que ça a été beaucoup plus long. Puis là, j'ai dormi un 2 heures, puis ça a été un 2 heures là, où après, j'ai pas redormi, puis mon pace, c'est le lever du soleil en plus. Fait que je sais pas si c'est-tu le 2 heures ou c'est le lever du soleil ou c'était le long faux plat presque route. Tu sais, fait que il y a eu d'autres choses. J'ai de la misère à savoir c'est quoi. Mais je pense que moi, 1 heure, tu sais, j'aurais fait le Tard des Géants ou j'aurais fait, ça va être des power, ben, c'est même pas power up, parce que là, on arrive à 1 heure, c'est presque un cycle, c'est 1 heure et demie. Fait qu'on va aller dans le 1 heure à peu près. Jeff Felty, j'ai regardé, là, il a fait le Tard des Géants, lui, dans son vidéo, là, il parlait de 25 minutes à 45 minutes. Puis ça aussi, ça pourrait être intéressant. Lui, il disait que ça lui donnait un 10-12 heures de plus. Moi, je pense qu'à 1 heure, je peux aller à l'autre nuit. Aïe, aïe. Je pense que rendu dans ces distances-là, ça fait partie de la logistique de la chose. Tu sais, je pense sur un 100 miles, même les gens que ça leur prenne plus de temps, peut-être pas des 100 miles à la UTMB ou la diagonale qui prennent des fois 50 heures, mais si tu penses finir un ultra en 25 à 35 heures, je pense que c'est possible de le faire d'une traite, mais moi, ça me fascine ce step de plus-là où justement, faut calculer le sommeil dans sa stratégie de course. Tu sais, moi, ma première expérience de sommeil, ça a été à Verbier-Saint-Bernard où moi, je partais, ma femme, c'était un 110 km, mais tu sais, on parle d'un 110 avec, tu sais, un 8000 mètres, il me semble, de dénivelé. Tu sais, c'est quelque chose, là. Puis ma femme partait à 1 heure du matin, moi, je partais à 4 heures. Puis après, je sais pas moi, la moitié de la course, je l'ai rattrapée. Elle va vraiment pas bien. J'ai réussi à la remonter puis dire que ça va être moins dangereux parce que sérieusement, c'est une course en Europe, ils n'ont pas les mêmes standards. Ça passerait pas ici. Tu sais, je veux dire, si tu tombes là-bas, tu te casses pas une jambe, là, c'est fini. Là, puis il y a pas de sécurité. Fait que c'était un peu spécial, mais là, je disais bon, ok, ça va bien aller, il n'y a plus de ça. Puis finalement, c'est moi qui étais malade plus tard, elle me rejoint. Puis là, elle avait un bon pace, je m'accroche à elle. Puis, à un moment donné, elle a besoin de dormir, elle est plus capable. On est rendu la 2e nuit, parce que ça a pris, elle, 30 heures. Moi, ça m'a pris 27 heures. Fait qu'elle, elle a dormi, puis tu sais, on va en profiter, elle dort, fait que je vais en profiter. Puis j'ai aimé ça. Après, on est reparti, puis il me semble qu'on a eu un bon pace. Fait que ça a été mon première anecdote, première expérience de sommeil dans une course. Ouais, c'est une gestion, mais je pense que en le préparant puis en le réfléchissant d'avance aussi, puis en parlant à son crew, ça, qui est là, à ce ravito-là, va falloir que j'arrête de dormir. Sérieusement, il faut être, tu sais, en tant que coach, en tant qu'athlète qui a fait des longues courses, il faut savoir s'adapter. À Moab, j'étais arrivé en haut d'une montée, j'étais dans les premiers, ça allait super bien, mais je sentais qu'il était midi puis j'avais pas prévu de dormir là du tout. Mais j'ai dit à mon coup, regarde, là, j'ai juste besoin d'1 heure de sommeil. Puis, tu sais, ça a fait la job, là. Puis, tu sais, après même, à la fin, je me suis couché, puis tu vois, là, mon crew aurait dit non, continue, là. Je me suis couché parce que j'avais froid, tu sais. Mais, peu importe. Mais, tu sais, il faut savoir s'adapter. De se dire, moi, j'avais pas prévu, mais finalement, je me sentais fatigué. Puis, ça a été payant, là. Fait qu'il faut pas, un plan, tu sais, tu le fais. Ton plan de course, c'est important de savoir qu'est-ce que tu veux manger. Mais à un moment donné, ça se peut que le gel au gingembre que tu avais prévu, ça marche pas, puis ce soit la soupe. Ça, c'est bien important de savoir s'adapter. Plus c'est long, plus il faut que tu sois capable de t'adapter.
Ouais, c'est clair. Tu te fais un plan. Je pense que c'est bien pour ces longues distances d'avoir un certain plan de match puis d'être sûr de rien oublier. Ouais. Mais il faut être flexible dans son plan. Là. C'est ça. Puis, tu sais, je me souviens de la préparation de Moab. Moi, je suis très calcul. Là. J'avais tous mes temps. Puis, tout. Puis, tu sais, les gars me disaient, oh, mon Dieu, la course est dans 2 mois. Là. On n'a pas fait ça pendant tout. Là, on est en... Puis, eux étaient comme, il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin de ça. Mais ce qui était sur mon plan, c'est ça. C'était pas comme obligatoire. Moi, je savais que je pouvais m'adapter. On voit que tu as une approche, tu es dans un domaine scientifique, puis tu as une approche de ça, puis ça te sert nécessairement à avoir les résultats et tout. Clairement, tu as besoin de ça, puis ça te sert. Hein. Oui, ça me sert. Surtout quand tu as un crew. Je trouve que ça vaut la peine de leur dire, tu sais, ça devrait être ça, là, tu sais, au moins qu'il y ait une idée, parce que ça peut être de la gestion. Là. Je me souviens que j'avais une équipe à Badwater qui m'avait dit, hey, on est épuisé juste à te suivre, là, puis c'était pas en disant, tu sais, ah, toi, tu as fait la course, puis, mais il était vraiment épuisé. Il faut calculer, il faut pas qu'il soit en retard, tu sais, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit prêt, il faut pas qu'il dorme. Entre autres, à Moab, j'avais loué un genre de caravane, là, tu sais, de RV, puis à un moment donné, c'est une route qui avait eu de la neige, puis de la glace, puis qui conduit ça, c'est gros, puis tu sais, il est pris avec des pneus d'été dans la neige, puis tu sais, avec un RV. Fait que, tu sais, lui, il a la nervosité d'être là à temps pour quand je vais arriver. Fait que, tu sais, les crews, moi, je les trouve incroyables, là, tu sais. Moi, j'ai des amis qui prennent l'avion, là, tu sais, qui viennent avec moi pour me suivre, me supporter. Je trouve ça, c'est incroyable. Ah, c'est une autre sorte d'ultra, mais c'est un genre d'ultra en soi parce que tu vis les mêmes moments de haut et de bas, de perte de sommeil, de tu files, t'es craqué. Puis tu sais, il y a des courses, tu vois les crews de certains autres coureurs ou le tien, puis ils sont sur le gros party, puis c'est le fun. Puis d'autres moments, t'as le crew, t'es là, hey man, t'es gel, puis ouais, c'est ça. J'ai un ami, moi, un ami de Québec qui est venu m'accompagner à Silver Hills. Là. Je me souviens juste d'après la course, comment il était comme KO, là, tu sais. Brûlé complètement, là, c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une autre sorte de discipline, mais c'est pas moins un ultra. Non, c'est ça. Puis si, mettons, là, tantôt tu parlais que le marathon des sables, Badwater, c'était ton espèce d'idéal de course. Dans les courses que tu n'as pas faites, y en a-tu une que c'est ton ultra, c'est sûr ton rêve? C'est sûr que Western State, là, mais tu sais, c'est pas une course que... C'est pas moi, tu sais, je peux pas aller me qualifier, je peux pas, tu sais, je dépends de quelque chose que ça peut prendre encore 5 ans. Donc, c'est difficile un petit peu de me mettre ça. Comme j'ai dit, j'ai le tort des géants que j'aimerais vraiment faire en bas de 100 heures. Tu sais, je pense que c'est possible. Fait que c'est mes 2 courses. Puis j'aime beaucoup les 200 000 là, tu sais, de la série là, de Moab. Puis j'ai déjà passé, j'ai pas vraiment été là, mais à Lactao, tu sais, c'est ce que j'aimerais voir. Fait qu'il y a un 200 000 qui se fait là. Fait que c'est peut-être dans ma bucket list, ça serait Western State, Lactao, puis retourner au Tort des Géants. Puis le Triple Crown of 200, est-ce que c'est un rêve lointain, quelque chose qui te trotte en tête? J'avais pensé, j'ai vu Johanna qui était justement inscrit, mais c'est au niveau logistique, tu sais, avec des enfants, puis tu sais, ma femme qui court. À un moment donné, il faudrait partir là-bas. Tu sais, je pense que ça se fait. Voyager, oui, mais je pense que l'idéal, c'est vraiment d'aller là-bas, dire, regarde, je me loue quelque chose, puis je vais m'entraîner sur les parcours, puis j'ai fait, puis revenir, prendre l'avion. C'est beaucoup de dépenses, puis c'est beaucoup de ouais. Je pense que c'est le genre de triple crown qu'il faut que tu le fasses d'un seul voyage. Je pense pour en profiter, là, pas passer ton... Parce que, tu sais, c'est 200 miles en 2 mois et demi. Oui, c'est ça. T'es quasiment mieux d'être là pendant 2 mois et demi parce que l'aller-retour, ça finit plus. Puis la récupération, puis tout, là, puis vivre là-bas, d'aller voir le parcours, tu sais. Bigfoot, moi, j'ai vu, ça a l'air tellement technique, d'aller m'entraîner dessus. Il faudrait voir, tu sais, Moab, c'est pas technique, tu sais. C'est quelque chose, je sais pas, tu sais, moi, je me trouve jeune à 48 ans, là, mais c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire là, une fois que les enfants sont un peu plus grands. Là. Un projet de retraite. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Hey, moi, avant de terminer, Eric, j'ai toujours mes questions éclair-nac. C'est ma façon de conclure les entrevues. Puis, je dis ça de même, mais Richard Turgeon a le FKT en 25 secondes. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'il est là, depuis le mois de janvier. Il n'y a pas un homme qui a réussi à aller chercher les 25 secondes de Richard. Je ne veux pas te mettre de pression, je veux juste te le rappeler que ton bon chum Richard... Je veux juste me donner une défaite avant, c'est qu'on dirait que
à cause de mes 9 marathons, c'est comme je manque de sucre. Il faut que je réfléchisse plus longtemps. Je te laisse prendre une gorgée, puis tu me dis quand t'es prêt, Ouais, puis on part. Et j'ai 10 questions pour toi, tu me dis quand t'es prêt. Bon. Route ou trail? Route. Bière IPA ou stout? IPA. Marathon des Sables ou Badwater? Badwater. Hawaii ou Boston? Hawaii. Question NAC, poudre protéinée ou barre protéinée? Barre. Sentier roulant ou technique? Roulant. 100 miles ou 200 miles? 200 miles. Monter ou descendre la montagne? Monter. Sucré ou salé? Sucré. Moab ou Tord des Géants? Tord des Géants. Roulement de tambour, mesdames, messieurs. Richard conserve son FKT, mais ouais, par une seconde, écoute. Par une seconde, 26 secondes. Ah oui. Il y a Badwater, puis Marathon des Sables, c'est celle-là que j'ai hésité le plus. Je sais, c'est ça ma job, moi, c'est de vous piéger avec ça puis vous mettre des choix difficiles. Là, mais 26 secondes, t'as quand même le deuxième meilleur temps des hommes. Ah, c'est bon, c'est bon. Je te félicite, Eric. Merci. Hey, merci pour ton temps, c'était vraiment intéressant. Puis c'est le fun de parler de ce parcours-là. Finalement, je pense que j'ai posé une question, j'ai dit « Parle-moi de toi ». On est parti sur de 2000 à 2021. Puis on était en temporel plus, mais c'est vraiment le fun. Puis on est revenu sur des courses. Exact. Ça va prendre une belle ligne du temps, mais pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis c'est le fun d'apprendre. Moi, le podcast, moi, c'est juste un prétexte pour réussir à me nourrir d'athlètes inspirants qui ont de l'expérience. Puis ça fait juste. Je pense que c'est ça aussi pour mes auditeurs. Je pense que c'est ça que les gens aiment, d'entendre parler des gens. Ouais, merci pour l'invitation, parce que c'est vraiment le fun. Cool. Écoute, au moment où l'épisode va paraître, tu vas avoir fait tes 10 marathons Boston en 10 jours. Là, c'est pas encore fait. Fait que je te souhaite une bonne chance pour demain pour aller chercher ton sub 320. Excellent. Ben, merci. Je vais pousser fort. Excellent. Merci, Eric. Bon, moi, comme d'habitude. Merci, là. Je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je te remercie toi encore. C'était vraiment une belle discussion. Merci, Eric, de ton temps. De rien. Ça fait plaisir. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.